Territoire du Wyoming, décembre 1876. Les doigts gelés d'Abigail Morgan fouillaient dans les déchets recouverts de neige derrière la grange d'un inconnu, à la recherche de quoi que ce soit que ses filles pourraient manger. Lorsque la pomme pourrie toucha sa paume, elle ne pleura pas. Elle n'avait plus de larmes depuis des semaines. Elle essuya simplement la moisissure sur sa jupe déchirée et la tendit à Maggie, 8 ans, qui la mordit sans se plaindre, car la faim lui avait appris à ne pas espérer mieux. C'est alors que la porte de la grange s'ouvrit et que l'homme qui se tenait là, une lanterne à la main, allait changer tout ce qu'elle pensait savoir sur la survie, la gentillesse et ce que signifiait être à nouveau considérés comme des êtres humains. Avant de commencer, cliquez sur le bouton S'abonner et restez jusqu'à la fin. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. Indiquez dans les commentaires la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, commençons. Le vent coupait comme des couteaux. Abigail se pressa contre le mur de la grange, son souffle blanc dans l'obscurité, et écouta. À côté d'elle, Maggie travaillait en silence, grattant la moisissure des pommes gelées avec ses ongles rongés. Pas de plainte, pas de larmes. À 8 ans, elle avait déjà cessé d'être une enfant. Lily, âgée de 6 ans, se tenait parfaitement immobile, serrant dans ses bras une poupée de chiffon sale, trop faible pour faire autre chose que rester debout et trembler. Maman, le murmure de Lily était à peine audible dans le vent. Mes mains. Abigail enroula ses mains gelées autour de celles de sa fille, essayant de partager une chaleur qui n'existait pas. Je sais, ma chérie, on a presque fini de voler, dit Maggie, d'une voix plate et vide. Le mot frappa Abigail comme un coup de poing. Voler. Ceux-là sont tombés de l'arbre. Personne n'en veut. Alors pourquoi on se cache? Pas de réponse. Parce que Maggie avait raison. Parce qu'elles étaient désormais des voleuses. Parce qu'il y a 3 mois, Abigail était une femme respectable avec une maison et un mari. Et maintenant, elle apprenait à ses filles à fouiller les poubelles dans le noir. Elle se retourna vers les fruits éparpillés. La plupart étaient noirs, pourris et gelés, immangeables même selon leurs critères. Mais ici et là, il y avait des morceaux qui pouvaient être récupérés. Des parties molles qu'elle pouvait découper, des fragments qui n'étaient pas complètement abîmés. Ce n'était pas de la nourriture, mais c'était quelque chose. Et c'était tout ce qu'elles avaient. Maggie s'agenouilla à côté d'elle. Ce n'était plus l'enfant qui riait autrefois. Cette fille était morte quelque part entre la Pennsylvanie et ici. La créature à côté d'elle était désormais plus dure, plus calme, plus âgée qu'aucun enfant ne devrait l'être. Maman, j'en ai trouvé 3 qui sont bons. Brave fille. Elle les travaillèrent rapidement. Les mains d'Abigail tremblaient à cause du froid, de la faim et des 3 mois de marche. 3 mois depuis que James lui avait dit au revoir et était parti pour les mines d'argent du Montana. 6 mois, avait-il dit, je t'enverrai de l'argent, tu verras. C'était en juin. Nous étions en décembre. Et la seule chose qu'elle avait reçue, c'était le silence. Elle avait donc emballé tout ce qu'elle pouvait transporter et s'était mise en route. S'il ne venait pas les chercher, elle le trouverait elle-même ou mourrait en essayant. Maman, la voix de Lily, faible, effrayée. Quelqu'un arrive. Abigail se figea. Elle l'entendait, des bottes crissant dans la neige, délibérées, proches. Elles arrivaient au coin de la rue. Son sang se glaça. Pas le temps de courir. Lily ne pouvait pas courir. Pas le temps de se cacher. Nulle part où aller. Elle se leva lentement, tira les 2 filles derrière elle, prête à affronter ce qui allait suivre. L'homme qui tourna au coin de la rue était grand, large d'épaules, vêtu d'un lourd manteau en peau de mouton, le visage caché par son chapeau. Il s'arrêta à 3 mètres d'eux. Ça y était, il allait la traiter de voleuse, appeler la police, lui dire de quitter ses terres avant de lâcher ses chiens. Abigail leva le menton, trouvant un peu de dignité dans les ruines de sa fierté. « S'il vous plaît, monsieur, ce n'était pas le cas. Depuis combien de temps n'avez-vous pas mangé? » La question l'a pris complètement au dépourvu. « Ce n'est pas ce que les gens disent quand ils vous surprennent en train de voler, madame. » Sa voix était calme, posée. « Je vous ai demandé depuis combien de temps vous et ces filles n'aviez pas pris un vrai repas. » Abigail eut la gorge serrée. « Quand avez-vous vraiment mangé pour la dernière fois? »« Il y a 3 jours, répondit Maggie. Une dame à l'église nous a donné du pain. Avant ça, ça faisait plus longtemps. L'homme serra les mâchoires. Vous avez dormi dehors.
Nous avons trouvé une grotte hier soir. Elle nous protégeait du vent. Une grotte? Il répéta ces mots comme s'il voulait vérifier qu'ils étaient bien réels. Bon sang, il ôta son manteau, ce manteau en peau de mouton qui coûtait cher, il le tendit. Mette ça à la petite. Abigail le regarda fixement. On ne peut pas. Je ne te demande pas. Il était gentil mais ferme. Mets-le lui avant qu'elle ne meure de froid. Abigail bougea les mains. Elle prit le manteau et l'enroula autour de Lily. La petite fille disparut dedans, les yeux écarquillés. Maman, j'ai tellement chaud maintenant. L'homme fit un geste vers la maison. Une lumière dorée brillait aux fenêtres. Vous allez tous entrer. J'ai préparé un ragoût et allumé un feu. Vous allez manger, vous réchauffer, puis nous verrons ce qu'il faut faire ensuite. Nous ne pouvons pas accepter. Vous ne cessez de dire ce que vous ne pouvez pas faire. Il l'interrompit sans méchanceté. Et si vous vous concentriez sur ce que vous pouvez faire, vous pouvez marcher 50 mètres. Vous pouvez vous asseoir près du feu. Vous pouvez manger. La question est, le ferez-vous? Pourquoi? Le mot lui échappa. Pourquoi nous aideriez-vous? Nous ne sommes rien pour vous. Il resta silencieux pendant un long moment. Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin, et j'ai juré de rendre l'appareil. Il fit une pause. On dirait que c'est aujourd'hui l'occasion. Abigail sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Ce n'était pas de l'espoir. Elle n'osait pas espérer, mais peut-être le souvenir de l'espoir. Comment vous appelez-vous? Nathaniel Cartwright. Appelez-moi Nate. Il souleva son chapeau. Et vous êtes Abigail Morgan. Voici Maggie et Lily. Eh bien, Abigail Morgan, allez-vous rester ici à discuter pendant que vos filles gèlent? Ou allez-vous me laisser faire une bonne action aujourd'hui? Maggie tira sur la manche d'Abigail. Maman, s'il te plaît. Lily tremble même avec son manteau. Abigail regarda ses filles, leurs joues creuses, leurs yeux désespérés, l'épuisement total qui se lisait dans chaque trait de leur petit corps. Elle pensa à la fierté, à la dignité, à toutes les règles concernant l'acceptation de la charité de la part d'étrangers. Puis elle pensa à Lily mangeant des pommes pourries dans la neige. Et soudain, aucune de ces règles n'avait plus d'importance. Très bien, merci. Nate hocha la tête, se tourna vers la maison, sans se retourner, leur laissant la dignité de choisir de le suivre. Abigail enlaça ses deux filles et se mit en route. À chaque pas, elle s'attendait à ce qu'il y ait un piège, une condition, que cette gentillesse révèle son prix. Car rien n'était gratuit. Chaque ado s'accompagnait d'une dette. Mais Nate continuait simplement à marcher, les guidant vers cette lumière dorée comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. La maison était petite. Une pièce principale, une cheminée en pierre, une table en bois, un lit à cadre en corde dans un coin, et une chaleur bénie, une chaleur écrasante, qui frappa Abigail comme un mur dès que Nate ouvrit la porte. « Asseyez-vous », il leur indiqua les chaises près du feu. « Aussi près que vous le souhaitez. » Les filles s'affalèrent sur les chaises, tendirent les mains vers les flammes. Lily poussa un son, mi-sanglot, mi-soupir, et Abigail réalisa que sa cadette avait oublié ce qu'était la chaleur. Nate se dirigea vers la cuisinière et versa quelque chose dans des bols en bois. L'odeur frappa Abigail de plein fouet. De la vraie nourriture, de la nourriture chaude, du bœuf et des légumes, et quelque chose qui pourrait être le salut. Juste un ragoût. Rien d'extraordinaire, mais c'est chaud et il y en a beaucoup. Il posa les bols devant elle. Lily saisit sa cuillère à deux mains et se mit à manger comme si quelqu'un allait la lui reprendre. Maggie essaya de se contrôler, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir la cuillère. Abigail se contenta de fixer son bol. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un lui avait servi à manger? « Ça va, madame? » Elle leva les yeux et vit Nate qui la regardait, sans la juger, simplement en observant. « Je ne sais plus qui je suis. Vous êtes fatigué, vous avez peur. Vous faites de votre mieux dans une situation qui briserait la plupart des gens. » Quelque chose se détendit dans sa poitrine. Elle prit sa cuillère. Elle mangea. La nourriture était si bonne qu'elle avait envie de pleurer. Mais elle avait appris depuis des mois que pleurer était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ils mangèrent en silence. Seuls les crépitements du feu et le bruit des cuillères raclant le bois se faisaient entendre. Nate était assis en face d'eux, buvant son café, les observant comme s'il avait besoin de s'assurer qu'ils étaient bien réels. « Où allez-vous? » demanda-t-il finalement. Abigail posa sa cuillère. « Aux mines d'argent du Montana.
Je cherche mon mari. Depuis combien de temps est-il parti? Il est parti en juin. Il était censé nous faire venir. Elle marqua une pause. Il ne l'a pas fait. L'expression de Nate resta impassible. Le Montana est à 300 km au nord. L'hiver s'installe. Je sais que vous comptez y aller à pied, à moins que vous ne connaissiez un autre moyen, sans argent et sans cheval. Et si vous arrivez là-bas et qu'il est... Il s'arrêta, jeta un coup d'œil aux filles, puis nous trouverons une autre solution. Nous trouvons toujours une solution. Maman est très douée pour trouver des solutions, dit Maggie doucement. Elle nous a amenés depuis la Pennsylvanie. Abigail eut la gorge serrée. La confiance dans la voix de sa fille était insupportable. Ta maman est plus forte que la plupart des hommes que je connais, dit Nate. C'est la vérité. Tu vas nous faire partir? Demanda soudain Lily, les yeux écarquillés dans son visage maigre. Après avoir mangé, le visage de Nate exprima quelque chose de compliqué. Non, ma chérie, vous ne retournerez pas dehors, pas ce soir. Où allons-nous dormir? Ce lit. Il est assez grand pour vous trois. Je prendrai la chaise. On ne peut pas prendre votre lit, protesta Abigail. Vous pouvez et vous le ferez. Il se leva et rassembla leurs bols. J'ai dormi dans des endroits pires qu'une chaise. Fin de la discussion. Mais il la regarda, les yeux bienveillants mais inflexibles. Madame Morgan, je sais que vous êtes fière, je respecte cela, mais vos filles sont épuisées et vous êtes sur le point de vous effondrer. Ce n'est pas de la charité, c'est de la décence humaine. Demain, vous pourrez discuter autant que vous voulez. Ce soir, vous acceptez de l'aide. D'accord, Abigail voulait se battre. Elle voulait prouver qu'elle n'avait besoin de personne, mais Lily vacillait d'épuisement. Les yeux de Maggie se fermaient et elle-même avait l'impression qu'elle allait s'effondrer si elle devait rester forte une seconde de plus. D'accord, bien. Il y a un lavabo dans le coin. Les couettes sur le lit sont propres. Servez-vous. Abigail prépara les filles pour aller au lit. Elle leur lava le visage et les mains avec de l'eau qui n'était pas gelée. Elle leur peigna les cheveux avec ses doigts, les glissa sous des couettes si épaisses qu'elles avaient l'impression d'être enfouies dans des nuages. « Maman, » murmura Lily, « est-ce que c'est vrai? »« Oui, ma chérie, on dirait un rêve. Mais on ne rêve pas. On est ici, on est en sécurité. » Pour combien de temps? Abigail n'avait pas de réponse, alors elle embrassa Lily sur le front. « Pour cette nuit, c'est suffisant. » Maggie était déjà endormie, le visage détendu comme Abigail ne l'avait pas vu depuis des mois. Lily suivit, sa respiration se stabilisant, son petit corps enfin immobile. Abigail s'assit sur le bord du lit, les regardant, sentant le poids de chaque choix, de chaque kilomètre, de chaque instant des 3 derniers mois s'abattre sur elle. Ce sont de bonnes filles. Elle se retourna. Nate se tenait à une distance respectueuse. Il tenait 2 tasses de café dans ses mains. Il lui en tendit une. « Merci. » Elle la prit, enroulant ses mains autour de la chaleur. Il s'installa dans un fauteuil près du feu, lui laissant de l'espace. « Depuis combien de temps êtes-vous sur la route? » 3 mois. Nous sommes partis de Pennsylvanie en septembre. James est parti en juin. J'ai attendu aussi longtemps que possible. Elle rit sans humour. Je pensais qu'on arriverait au Montana avant l'hiver. 3 mois à pied avec 2 petites filles. Il secoua la tête. C'est quelque chose. C'est du désespoir. C'est parfois la même chose. Ils restèrent assis en silence. Le feu crépitait. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur, il faisait chaud. On était en sécurité, presque en paix. « Je peux te poser une question? » demanda Abigail. « Bien sûr. Que voulez-vous vraiment de nous? » Nate fixa son café pendant un long moment. « Rien, dit-il finalement. Je ne veux rien de vous. Tout le monde veut quelque chose, pas tout le monde. » Il leva les yeux et croisa son regard. « Quelqu'un m'a aidé une fois. Ils ne voulaient rien non plus. Ils m'ont juste aidé. Et ils m'ont fait promettre que si j'en avais l'occasion, je ferais de même. Qui étaient-ils? Je ne sais pas. Une famille de passage il y a environ 3 ans. Je n'ai même pas eu leur nom, dit-il après une pause. Mais ils m'ont sauvé la vie. Alors je me suis dit que le moins que je puisse faire, c'était de rendre l'appareil. » Abigail scruta son visage, essayant de déceler le mensonge, la ruse, le piège. Mais tout ce qu'elle vit, c'était un homme qui pensait exactement ce qu'il disait. « Je ne sais pas comment vous remercier, alors ne le faites pas. Reposez-vous simplement. » C'était trop.
La gentillesse, la chaleur, la sécurité soudaine. Après des mois de peur, ses mains se mirent à trembler. Elle posa la tasse de café avant de la faire tomber, pressa ses paumes contre ses yeux, essaya de respirer, mais sa gorge se serra et sa vision se brouilla. Et puis, avant qu'elle ne puisse s'en empêcher, elle se mit à pleurer. Pas des larmes silencieuses, mais de grands sanglots haletants qui secouaient tout son corps. 3 mois à se retenir. 3 mois à être forte. Et maintenant, dans cette cabane chaleureuse, avec un inconnu qui lui avait montré plus de gentillesse en 1 heure que la plupart des gens ne lui en avaient montré dans toute sa vie, elle s'est effondrée. Nate ne bougea pas, n'essaya pas de la réconforter, ni de lui dire que tout allait bien. Il resta simplement assis là, immobile, solide, et la laissa s'effondrer. Lorsque les larmes cessèrent enfin, Abigail s'essuya les yeux sur sa manche. « Je suis désolé. Ne le soyez pas. Vous en avez le droit. » Sa voix était douce. « Vous avez tenu bon pendant 3 mois. Vous avez le droit de craquer. Juste 1 minute, peut-être 2. » Elle esquissa un faible sourire. Ils restèrent assis tandis que le feu brûlait lentement et que le vent hurlait dehors. Et pour la première fois depuis la Pennsylvanie, Abigail se permit d'imaginer qu'il survivrait peut-être à cette épreuve. « Monsieur Cartwright, Nate. » Elle le regarda. « Merci. Je n'oublierai jamais cela. Je vous en prie, Madame Morgan. » Il se leva et ajouta du bois dans le feu. « Maintenant, allez dormir. On dirait que vous n'avez pas dormi correctement depuis des semaines. » « C'est vrai. Alors cette nuit, vous allez dormir. Je monterai la garde. Vous êtes en sécurité ici. » Et contre toute attente, elle le crut. Elle se glissa dans le lit à côté de ses filles, remonta la couette jusqu'à son menton et, pour la première fois depuis 93 nuits, elle se laissa aller à se détendre. Elle baissa sa garde, elle laissa quelqu'un d'autre porter le poids. Sa dernière pensée avant de s'endormir. « Demain, je serai à nouveau forte. Demain, je déciderai de la prochaine étape. Mais ce soir, je vais me laisser sauver. » Dehors, la neige commençait à tomber. Une neige lourde et épaisse. Le genre de neige qui ensevelit les routes, piège les voyageurs et tue tous ceux qui ne sont pas préparés. Nate regarda par la fenêtre, ajouta du bois dans le feu, s'installa dans son fauteuil, son fusil sur les genoux. De vieilles habitudes. Il regarda les 3 silhouettes endormies dans son lit. Une femme et 2 filles qui avaient failli mourir de froid la nuit dernière. Il leur avait offert pour cette nuit chaleur, nourriture et sécurité. Demain, il trouverait un moyen de leur offrir davantage, car le Montana était à 300 kilomètres, à travers des cols de montagne, des territoires indiens et des tempêtes capables d'ensevelir un convoi de chariots. Elle n'y arriverait jamais. Pas avec 2 petites filles. Pas en hiver. Ce qui signifiait que demain, il devrait la convaincre d'une chose qu'elle ne voulait pas entendre. Que parfois, la chose la plus courageuse à faire était d'arrêter de fuir. Il pensa à Sarah. Morte depuis 3 ans. 3 ans que cette cabane était vide, à l'exception des fantômes. Oh, mais des regrets. 3 ans à faire semblant de vivre. Peut-être que cette famille avait raison. Peut-être qu'aider quelqu'un d'autre était la façon de s'aider soi-même. Peut-être que sauver quelqu'un était la façon d'être sauvé. Le vent hurlait, le feu crépitait, et Nathaniel Cartwright veillait pendant la longue nuit du Wyoming, montant la garde auprès de 3 étrangers qui avaient fait irruption dans sa vie, n'apportant avec eux que leur faim, leur espoir et leur présence mutuelle. Dehors, la tempête faisait rage. Au matin, 60 cm de neige recouvrirait la route vers le nord, et Abigail Morgan devrait changer ses plans, qu'elle le veuille ou non. Abigail se réveilla dans le silence. Pas de vent, pas de hurlement, juste un silence si complet qu'on aurait dit que le monde avait cessé de respirer. Elle ouvrit les yeux. Une lumière grise filtrait à travers la seule fenêtre de la cabane. Maggie et Lily dormaient encore à côté d'elle, blotties l'une contre l'autre comme des chiots, le visage paisible, ce qui fit mal à Abigail. Elle s'assit lentement. Tous ses muscles protestèrent. 3 mois de marche avaient laissé son corps couvert de douleurs qu'elle avait appris à ignorer. Mais ici, dans la chaleur et la sécurité, son corps admit enfin à quel point il était brisé. Nate était devant la cuisinière, lui tournant le dos, bougeant silencieusement. « Bonjour, dit-il sans se retourner. Je ne voulais pas te réveiller. Tu ne m'as pas réveillé. » Abigail balança ses jambes hors du lit. « Quelle heure est-il? » « Presque 8 heures. Tu as dormi profondément.
Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai dormi après l'aube. C'est parce que tu ne te sentais pas assez en sécurité pour dormir. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Le café est prêt. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et s'arrêta. Il y avait de la neige partout, au moins 60 centimètres, peut-être plus, recouvrant tout. La route vers le nord avait complètement disparu. Même la grange était à peine visible à travers le blanc. Mon Dieu, murmura-t-elle, ça a commencé à tomber fort vers minuit. Ça n'a pas arrêté avant il y a 1 heure. Nate versa du café dans une tasse en étain. Il la lui apporta. Tu ne vas nulle part aujourd'hui, peut-être même pas avant plusieurs jours. Les mains d'Abigail tremblaient lorsqu'elle prit de la tasse. Nous ne pouvons pas rester ici pendant des jours. Nous vous avons déjà imposé notre présence. Vous ne nous avez pas imposé votre présence, et vous n'irez pas à marcher dans cette neige. Personne ne le pourrait. Vous seriez morte avant d'avoir parcouru 1 kilomètre. Mais pas de discussion, Madame Morgan. La décision est prise. La tempête l'a prise pour vous. Sa voix était douce mais ferme. Vous et les filles resterez ici jusqu'à ce que les routes soient dégagées. C'est comme ça. Abigail regarda la neige, ce mur blanc infranchissable qui bloquait tous les chemins. Une partie d'elle voulait discuter, voulait prouver qu'elle pouvait s'en sortir, qu'elle pouvait persévérer, qu'elle pouvait continuer quoi qu'il arrive. Mais une autre partie, plus profonde, plus calme, ressentait quelque chose qui s'apparentait à du soulagement. « Combien de temps pensez-vous » demanda-t-elle. « Au moins 1 semaine avant que les routes ne soient dégagées. Peut-être 2 si une autre tempête arrive. 2 semaines. » Elle le dit comme si elle en évaluait le poids. Est-ce un problème? Je ne sais pas. Elle se tourna vers lui. Nous ne pouvons pas vivre de votre charité pendant 2 semaines. Je dois travailler pour gagner notre vie d'une manière ou d'une autre. Tu as si peur d'accepter de l'aide. J'ai tellement peur d'être endetté. Je ne pourrais pas rembourser. Nate l'observa un instant. Très bien. Vous voulez travailler? Vous pouvez travailler. J'ai besoin d'aide ici de toute façon. Cuisiner, raccommoder, entretenir la maison. Je vis comme un célibataire depuis trop longtemps. Cette maison aurait besoin d'une touche féminine. Et l'argent? Je devrais payer un loyer. Arrêtez! Il leva la main. Vous ne me paierez pas de loyer. Mais si cela vous rassure, nous appellerons cela un échange. Vous m'aidez à gérer cette maison. Je te donne le gîte et le couvert jusqu'à ce que la tempête passe et que les routes soient dégagées. Ça te va? Ce n'était pas juste. Pas vraiment. Ce qu'elle faisait ne valait pas le 10e de ce qu'il leur donnait. Mais l'alternative était d'admettre qu'elle était impuissante. Admettre qu'elle avait besoin de charité, et Abigail Morgan ne l'avait pas encore admis. Elle ne l'admettrait pas maintenant. « Ça me va, dit-elle. »« Bien. Alors c'était réglé. » Il retourna vers la cuisinière et commença à casser des œufs dans une poêle. « Tu as faim? »« Je meurs de faim. Les filles aiment les œufs. Les filles aiment tout ce qui n'est pas des pommes pourries. » Il sourit à cette remarque. Un petit sourire, bref, mais sincère. « Alors ce sera des œufs. » Maggie se réveilla la première, s'assit dans son lit et regarda autour d'elle comme si elle essayait de se rappeler où elle était. Puis ses yeux trouvèrent Abigail et tout son corps se détendit. « Maman est là, ma chérie. Nous sommes toujours là. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve. » Lily se réveilla en pleurant. Des larmes douces et confuses, celles que l'on verse lorsqu'on se réveille dans un endroit inconnu. Abigail la prit dans ses bras et la serra contre elle. « Chut! Tout va bien, tout va bien. Où sommes-nous? Chez Monsieur Cartwright. Tu te souviens? Il nous a donné à dîner hier soir, le gentil monsieur. Oui, le gentil monsieur. Nate a posé les assiettes sur la table. Des œufs, du bacon et du pain grillé au feu de bois. Plus de nourriture que les filles n'en avaient vu depuis des semaines. « Venez manger, a-t-il dit, tant que c'est chaud. » Elles ont mangé comme des louves. Même Abigail n'arrivait pas à ralentir. La nourriture était simple mais parfaite, et son corps en avait besoin. Il en avait besoin. Il fonctionnait à vide depuis si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que d'être rassasié. « Il y en a encore si vous en voulez, » dit Nate. « Ne soyez pas timide. »« C'est suffisant, » dit Abigail, même si ce n'était pas le cas, même si elle aurait pu en manger 2 fois plus. « Tu es sûr? Parce qu'on dirait que tu n'as pas mangé correctement depuis des mois. »« Je suis sûr. » Il la regarda, ne la crut pas, mais n'insista pas.
Maggie finit la première et posa sa fourchette avec une précision méticuleuse. Monsieur Cartwright, merci pour le petit déjeuner. C'était très bon. De rien, mademoiselle. Maman dit que nous allons rester un moment à cause de la neige. C'est vrai. Êtes-vous sûr que nous ne sommes pas un fardeau? La question était si adulte, si prudente, comme si elle avait appris à la poser avant que les gens ne se décident d'eux-mêmes. Nate s'agenouilla pour être à la hauteur de ses yeux. Vous n'êtes pas un fardeau, Maggie. Vous êtes des invités, et les invités sont censés être ici. C'est ce qui fait d'eux des invités plutôt que des fardeaux. Mais nous n'avons rien à vous donner. Vous n'avez pas besoin de me donner quoi que ce soit. Tout le monde veut quelque chose. Nate resta silencieux pendant un moment. Puis il dit, « Ce que je veux, c'est que toi, ta sœur et ta maman soyez au chaud et en sécurité jusqu'à ce que la tempête passe. C'est tout. C'est la seule chose que je veux. Tu peux me laisser avoir ça? » Maggie y réfléchit, puis acquiesça. « D'accord, brave fille. » Il se leva, croisa le regard d'Abigail, et elle vit quelque chose dans son visage qui lui serra la gorge. De la compréhension, de la reconnaissance. Il savait ce que cela coûtait d'accepter de l'aide. Il savait ce que cela signifiait d'avoir une enfant de 8 ans qui lui demandait si elle était un fardeau. Il le savait parce qu'il était passé par là lui aussi. Après le petit déjeuner, Nate fit visiter les lieux à Abigail. La cabane était petite, mais bien organisée. Chaque chose avait sa place. Tout avait une utilité. Il y a des légumes racines derrière, dit-il. Des pommes de terre, des carottes, des oignons, de la viande en conserve. Assez pour passer l'hiver si nous faisons attention. Nous, tu es ici maintenant, donc c'est nous. Elle ne savait pas comment répondre à cela. Elle se contenta donc d'acquiescer. Les poules dans la grange doivent être nourries tous les matins. Je vais te montrer combien. Et il y a une vache, Bessie, qui doit être traite 2 fois par jour. Je sais traire une vache. Bien. Tu t'en occuperas pendant que je m'occupe des chevaux. Combien de chevaux as-tu? 3. 2 pour le travail, 1 pour monter. Abigail fit le calcul dans sa tête. 3 chevaux, une vache, des poulets, une ferme de cette taille, tout cela pour un seul homme. Tu gères tout cet endroit tout seul. Maintenant, oui. Sa voix était neutre. J'avais de l'aide avant. Elle voulait lui poser des questions, connaître son histoire. Mais quelque chose dans son expression l'en empêcha. Une sorte de barrière qui disait « Pas encore, pas maintenant ». Alors, à la place, elle demanda « Qu'y a-t-il d'autre à faire ?»« Des réparations. J'ai des chemises trouées et des chaussettes à repriser. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je peux le faire. La cuisine aussi. Je m'en sors, mais je ne suis pas doué. Si vous pouvez préparer les repas, cela m'aiderait beaucoup. Je sais cuisiner. Alors tout est réglé. » Il regarda la neige par la fenêtre. Les tempêtes nous ont bloqués pendant un certain temps. Autant en profiter. Le premier jour passa dans un tourbillon de travail. Abigail s'y consacra avec une concentration désespérée. Elle avait besoin de prouver qu'elle n'était pas incapable. Elle avait besoin de gagner sa place. Elle cuisina. Elle nettoya. Elle a raccommodé 3 chemises et 4 paires de chaussettes. Elle a trait Bessie 2 fois, ramassé les œufs des poules et balayé le sol de la cabane jusqu'à en avoir mal au dos. Maggie l'a aidée, calme et compétente, apprenant vite, ne se plaignant jamais. Lily est restée principalement près du feu, jouant avec sa poupée, trop jeune pour être d'une grande aide. Mais elle observait tout avec ses grands yeux, absorbant tout. Nate travaillait dehors, déblayant les chemins dans la neige, vérifiant les animaux, coupant du bois. Il rentrait pour les repas et le café, mais la plupart du temps, il restait à l'écart, leur laissant de l'espace. Le soir venu, Abigail était épuisée, mais c'était une bonne fatigue, celle qui vient d'un travail honnête plutôt que d'une survie désespérée. « Tu n'avais pas à faire tout ça, » dit Nate alors qu'ils s'asseyaient pour dîner. Elle avait préparé un ragoût à partir de légumes à racines et de bœuf en conserve. Rien d'extraordinaire, mais chaud et copieux. Si, je devais te le faire. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas la charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un abri pendant une tempête. Il y a une différence. Pas pour moi. Il l'observa de l'autre côté de la table. Tu es têtu. Je suis pragmatique. C'est parfois la même chose. Elle faillit sourire à cette remarque. Ils mangèrent en silence. Les filles bâillaient déjà, épuisées par la journée, par le fait de se sentir enfin en sécurité et de pouvoir se détendre. « Monsieur Cartwright, dit Maggie, je peux vous poser une question? »
Bien sûr, vous vivez ici tout seul? Oui. Vous ne vous sentez pas seul? Abigail a commencé à interrompre Maggie. Ce n'est pas poli, mais Nate a levé la main. Parfois, a-t-il dit, mais j'ai les animaux et le travail, ça m'occupe. Nous vivions seuls aussi après papa, juste nous trois. Maggie a marqué une pause. C'était solitaire, même à trois. Je ne sais pas comment vous faites avec une seule. Le visage de Nate exprima quelque chose de compliqué. On s'y habitue. Je ne pense pas que je m'y habituerai. Espérons que vous n'aurez jamais à le faire. Après le dîner, Abigail prépara les filles pour aller au lit. Elles s'endormirent presque avant que leur tête ne touche l'oreiller, complètement épuisées. Elle retourna près du feu et trouva Nate assis avec son café, les yeux fixés sur les flammes. « Ça vous dérange si je me joins à vous ?» demanda-t-elle. « Je t'en prie. » Elle s'assit et accepta le café qu'il lui servit. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. « Ta fille est perspicace, dit finalement Nate. Trop perspicace. Elle voit des choses que les enfants ne devraient pas voir. C'est ce qui arrive quand ils grandissent trop vite. Elle n'a pas toujours été comme ça. Avant le départ de James, elle était plus légère, plus heureuse. Elle chantait tout le temps. Maintenant, je ne me souviens plus de la dernière fois où je l'ai entendue rire. Elle retrouvera sa joie de vivre une fois que les choses se seront calmées, une fois qu'elle se sentira à nouveau en sécurité. Tu penses qu'on se sentira à nouveau en sécurité un jour? Nate la regarda. Je pense que tu es en sécurité maintenant. C'est déjà un début. Abigail voulait le croire. Elle voulait croire que la sécurité était possible. Mais 3 mois sur la route lui avaient appris que la sécurité n'était qu'une illusion. Une condition temporaire qui pouvait disparaître à tout moment. Je peux te poser une question, dit-elle. Bien sûr. Hier, tu as dit que quelqu'un t'avait aidé, que tu étais dans une mauvaise passe. Que s'est-il passé? Nate resta silencieux pendant un long moment, si long qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, « Ma femme est décédée il y a 3 ans, en janvier. Je suis désolé. Elle s'appelait Sarah. Elle a attrapé une fièvre et il n'y avait pas de médecin assez près pour l'aider. Je l'ai regardée mourir pendant 4 jours. Je ne pouvais rien faire. » Abigail eut la gorge serrée. « Je ne peux pas imaginer ça. Après ça, je ne me souciais plus beaucoup de vivre. Cet endroit, le travail, tout me semblait vide. Je faisais juste semblant de vivre, en attendant la mort, je suppose. » Il fit une pause. Puis cette famille est arrivée. Ils m'ont vu à moitié ivre dans mon champ, et au lieu de passer leur chemin, ils se sont arrêtés, m'ont nourri, m'ont parlé, m'ont rappelé que j'étais un être humain, et ils t'ont fait promettre d'aider quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, « La gentillesse n'a de sens que si on la transmet. » Il la regarda. « C'est donc ce que je fais. Je la transmets. » Abigail sentit les larmes lui monter aux yeux. James était gentil avant que la banque ne saisisse la ferme. Avant que tout ne s'écroule, c'était un homme bon. Que s'est-il passé? L'échec l'a brisé. Il n'a pas supporté de tout perdre. Il ne supportait pas d'être l'homme qui avait perdu les terres de sa famille. Alors il s'est enfui. Il s'est dit qu'il allait arranger les choses, qu'il allait faire fortune et tout remettre en ordre. Sa voix se brisa. Mais je pense qu'il ne supportait tout simplement pas de nous voir souffrir à cause de ses erreurs. Ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas? J'aurais pu trouver du travail, j'aurais pu vendre plus, j'aurais pu. Arrête, la voix de Nate était ferme. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Parfois, tout ne suffit pas. Ce n'est pas ta faute. Alors, c'est la faute de qui? De personne. Parfois, la vie brise les gens, brise les situations, et tout ce que tu peux faire, c'est survivre. Ils restèrent assis là un moment, le feu crépitant, la neige tombant dehors. 2 personnes brisées essayant de trouver comment se reconstruire. « Nate, » dit doucement Abigail, « et si James était mort? Et si j'avais fait tout ce chemin pour rien? » Alors tu n'as pas marché pour rien. Tu as marché pour tes filles, pour leur donner une chance. Ce n'est pas rien. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Où allons-nous? Je ne sais pas, mais tu trouveras. Tu es arrivé jusqu'ici. À peine. À peine, ça compte quand même. Elle voulait le croire. Elle voulait croire que à peine était suffisant. Mais assise là, dans la chaleur de sa cabane, avec ses filles endormies dans son lit, vivant de sa charité, peu importe comment il l'appelait, à peine ne lui semblait pas suffisant du tout. Le 2e jour, Abigail se réveilla avant l'aube. Elle ne pouvait pas dormir. Trop de pensées se bousculaient dans sa tête. Elle se glissa hors du lit.
Elle trouva Nate déjà debout. Il préparait déjà le café. Tu es debout tôt, dit-il. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai fait des cauchemars. Pas de cauchemars, juste des pensées. Il lui tendit son café. Tu veux en parler? Pas vraiment. D'accord. Ils se tinrent à la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir. La neige brillait d'un bleu pâle dans la lumière de l'aube. Magnifique et mortel. Combien de temps penses-tu que nous avons? Demanda-t-elle. Avant que les routes ne soient dégagées, une semaine au moins, peut-être plus. Et ensuite? Ensuite, tu décideras ce que tu veux faire. Je veux retrouver James, même s'il ne vaut pas la peine d'être retrouvé. La question la frappa comme une gifle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme qui quitte sa femme et ses enfants pour courir après l'or et qui n'envoie pas une seule lettre en 6 mois n'est peut-être pas l'homme que tu crois. Tu ne le connais pas. Tu as raison. Je ne le connais pas. Mais je connais les hommes et je sais ce que le désespoir leur fait faire. Parfois, cela les rend courageux. Parfois, cela les rend lâches. Il fit une pause. La question est de savoir lequel était James. Abigail voulait le défendre. Elle voulait dire que James était courageux, qu'il essayait, qu'il allait s'en sortir. Mais la vérité était qu'elle ne savait plus. C'était un homme bon, dit-elle doucement. Avant n'a pas d'importance. Seul le présent compte. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, Madame Morgan. Vous le savez mieux que quiconque. Elle le savait. Mon Dieu, elle le savait. Ils restèrent silencieux, buvant leur café, regardant la neige tomber. Si James est mort, dit Nate avec précaution, ou s'il est vivant mais ne veut pas être retrouvé, que faire? Je ne sais pas. Vous devez commencer à y réfléchir, car le Montana est à 300 kilomètres à travers un territoire hostile en plein hiver. Et même si vous y arrivez, même si vous le trouvez, rien ne garantit qu'il sera l'homme que vous avez laissé derrière vous. Alors, qu'est-ce que vous dites? Que je devrais abandonner. Je dis que vous devriez avoir un plan qui ne dépende pas d'un homme qui n'a pas écrit depuis 6 mois. Je ne peux pas simplement abandonner. Je ne te demande pas de le faire. Je te demande d'abandonner l'idée de te tuer, toi et tes filles, en poursuivant un fantôme. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Tranchants, vrais, insupportables. Tu ne comprends pas, dit Abigail. Alors aide-moi à comprendre. Je lui ai donné 17 ans. Je lui ai donné un foyer, des enfants et tout ce que j'avais. Je ne peux pas partir sans savoir, même si savoir te tue. Oui, même dans ce cas. Nate resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, « Très bien. Alors quand la route sera dégagée, je t'emmènerai. » Abigail redressa brusquement la tête. « Quoi? »« Montana, je t'emmènerai. Moi, un chariot et des provisions. Nous irons ensemble. Tu ne peux pas. Pourquoi le ferais-tu? Parce que tu y iras, que je t'aide ou non. Et si tu y vas seul, tu mourras. Alors je t'y emmènerai. Au moins, je m'assurerai que tu y arrives vivante. Nate, c'est trop. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne me le demandes pas. Je te le propose. Mais ton ranch, tes animaux, tu ne peux pas les abandonner pendant des semaines. Mon voisin peut surveiller les lieux. Il l'a déjà fait. Pourquoi? La question jaillit de sa bouche. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que j'ai fait une promesse. Et parce que si je te laisse partir d'ici et mourir dans la neige, je ne me le pardonnerai jamais. Abigail sentit ses yeux brûler. Tu me connais à peine. J'en sais assez. Tu es une idiote. Probablement. Ils restèrent là, debout. Deux personnes têtues essayant de se surpasser l'une l'autre. Finalement, Abigail dit, « Si nous faisons cela, si tu viens vraiment avec nous, je te rembourserai d'une manière ou d'une autre. Chaque centime, chaque jour de travail, j'arrêterai. » Il la regarda. Il ne s'agit pas de paiement. Il s'agit de s'assurer que 3 personnes ne meurent pas seules dans la niche. C'est tout. Rien n'est aussi simple. Elle voulait discuter, trouver le piège, l'angle, la raison pour laquelle cela ne pouvait pas être vrai. Mais tout ce qu'elle voyait dans son visage, c'était de l'honnêteté. Et c'était peut-être la chose la plus terrifiante de toutes. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord. Quand les routes seront dégagées, nous partirons ensemble. » Ensemble, acquiesça-t-il. Et d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Abigail ressentit de l'espoir pour la première fois depuis des mois. Pas seulement le souvenir de l'espoir, un véritable espoir, fragile, terrifiant et vivant. Mort, les jours s'écoulèrent dans un rythme régulier. Abigail travaillait. Nate travaillait.
Les filles commencèrent lentement à se détendre, à sourire, à se comporter comme des enfants plutôt que comme des survivantes. Maggie apprit à ramasser les œufs sans les casser, à aider à cuisiner et commença même à parler davantage. De petites observations sur le temps, les animaux ou n'importe quoi d'autre. Lily jouait simplement avec sa poupée, des cailloux et des bouts de ficelle. Elle jouait comme elle n'avait pas joué depuis des mois, comme une enfant de 6 ans plutôt que comme un petit fantôme effrayé. Et Abigail les regardait se transformer, les regardait revenir à la vie et sentait quelque chose se fendre légèrement dans sa poitrine. Le 5e jour, Nate emmena Maggie dans la grange, lui apprit à brosser les chevaux, lui montra comment vérifier leurs sabots, lui parla comme si elle était capable, comme si elle comptait. Ton papa t'a appris à t'occuper des chevaux? Lui demanda-t-il peu avant de partir. Il avait une ferme, une petite ferme. Il cultivait surtout du blé, quelques légumes. Ça te manque? Maggie resta silencieuse pendant un moment. Avoir un foyer me manque. Je ne sais pas si la ferme me manque. À la fin, tout y était triste. Parfois, certains endroits deviennent tristes. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut juste dire que cet endroit a fait son temps. Maman pense qu'elle a échoué. Ta maman a tort. Elle n'a pas échoué. Elle a survécu. Il y a une différence. Maggie leva les yeux vers lui. Tu crois que mon papa est vivant? Nate ne lui mentit pas. Il ne lui en jeta pas de poudre aux yeux. Je ne sais pas, ma chérie. Je l'espère. Mais même s'il ne l'est pas, toi, ta maman et Lily, vous allez vous en sortir. Tu comprends? Comment tu le sais? Parce que ta maman est la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et tu es exactement comme elle. Maggie sourit, timidement, avec incertitude, mais sincèrement, et en les regardant depuis la fenêtre de la cabane, Abigail sentit son cœur se briser un peu plus. Le 7e jour, la neige cessa enfin de tomber. Le ciel s'éclaircit. Le soleil apparut, brillant et aveuglant sur toute cette blancheur. Les routes devraient être dégagées dans quelques jours, dit Nate. Peut-être une semaine, alors nous devrions commencer à nous préparer. Oui, nous devrions, mais aucun d'eux ne bougea. Tous deux restèrent debout à la fenêtre, regardant la neige, réfléchissant à la suite des événements. Nate, dit Abigail doucement, et si nous arrivons là-bas et qu'il n'est pas celui dont je me souviens, alors tu feras face, comme tu as fait face à tout le reste. Je ne sais pas si je suis assez forte. Tu l'es. Tu ne le sais pas encore, c'est tout. Elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'elle était forte, mais sa force lui semblait être quelque chose qu'elle avait emprunté, quelque chose qui pouvait lui être repris à tout moment. J'ai peur, admet-elle. Tant mieux. La peur te rend prudente. Comment continuer quand on a tellement peur qu'on peut à peine respirer? On continue, tout simplement. Un pied devant l'autre, un jour à la fois, une respiration à la fois, si c'est tout ce qu'on peut faire. C'est comme ça que tu as fait après la mort de Sarah. C'est exactement comme ça que j'ai fait. Ils restèrent debout en silence. Deux personnes qui avaient tout perdu. Deux personnes qui essayaient de trouver comment reconstruire quelque chose à partir des ruines. Et dehors, la neige commençait à fondre. Lentement, mais sûrement. La lettre est arrivée le 9e jour. Nate est allé en ville pour s'approvisionner. C'était la première fois que les routes étaient suffisamment dégagées et il est revenu avec plus que de la farine et du café. Il est revenu avec une enveloppe tachée et froissée. Elle était adressée à Madame James Morgan, à l'attention du Bureau de poste général d'Independence, dans le territoire du Wyoming. Abigail avait besoin de pain quand il est entré. Elle a levé les yeux, a vu son visage et a immédiatement compris que quelque chose avait changé. Qu'y a-t-il? Il lui tendit l'enveloppe. Le receveur des postes a dit qu'elle était arrivée il y a 3 semaines. Elle est restée là depuis. Il s'est souvenu que vous aviez demandé du courrier en novembre. Ses mains étaient couvertes de farine. Elle les essuya sur son tablier et prit la lettre. L'écriture n'était pas celle de James. Trop soignée, trop précise. Ce n'est pas de lui, dit-elle. Non, mais cela pourrait le concerner. Ses mains se mirent à trembler. Elle posa la lettre sur la table comme si elle pouvait la mordre. Je ne peux pas. Tu dois le faire. Et si elle disait qu'il est mort? Au moins, tu seras fixé. Je ne veux rien savoir. Pas encore. Pas maintenant, maman. Maggie apparut dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, ma chérie. Va jouer avec Lily, mais tu pleures. Abigail toucha son visage, surprise de trouver des larmes. Je vais bien.
S'il te plaît, va-t'en. Maggie regarda la lettre, le visage de sa mère, Nate qui se tenait silencieux et immobile près de la porte. Puis elle se retourna et partit sans un mot. Une fille intelligente, trop intelligente. Abigail fixa l'enveloppe. Son nom était écrit en lettres soignées. Le cachet de la poste était celui du Montana. Elle datait de 3 semaines. « Tu veux que je la lise ?» demanda Nate doucement. « Non, je dois le faire. » Elle la prit et la retourna. Le sceau était déjà brisé. Le receveur des postes l'avait probablement vérifié. Ses doigts trouvèrent le bord du papier et le tirèrent. Les mots flottèrent. Elle cligna des yeux, se concentra et lut. Madame Morgan, je m'appelle Samuel Chen. J'ai travaillé avec votre mari, James, à la mine Silverbell, près de Helena. Je vous écris pour vous informer que James a été tué dans l'effondrement d'un tunnel le 8 janvier. Cela a été rapide. Il n'a pas souffert. Avant de mourir, il parlait souvent de vous et de vos filles. Il voulait que je vous dise qu'il était désolé. Il essayait de gagner assez d'argent pour vous faire venir. Il avait économisé 47 $. Je m'occupe de les faire envoyer par la Banque d'Indépendance. C'était un homme bon. Je suis désolé pour votre perte. La lettre tomba de ses mains. James était mort. Il était mort depuis des semaines. Pendant qu'elle marchait, pendant qu'elle mourait de faim, pendant qu'elle volait des pommes pourries derrière la grange de Nate, James était déjà mort. Elle avait couru après un fantôme. Abigail. La voix de Nate semblait venir de très loin. Ses jambes se sont dérobées sous elle. Elle s'est assise lourdement sur le sol, sans pleurer, sans émettre le moindre son, simplement assise là, écrasée par cette nouvelle qui pesait sur elle comme un poids physique. Mort. James était mort, et elle avait traîné ses filles sur 300 mètres à travers l'enfer pour rien. Abigail, respire. Respirait-elle? Elle ne pouvait pas le dire. Tout lui semblait lointain, irréel. Nate s'agenouilla à côté d'elle. Il lui prit les mains. « Regarde-moi. Regarde-moi. » Elle le regarda. Son visage était calme, solide, réel. « Respire avec moi. Inspire, expire, inspire, expire. » Elle inspira, expira. Ses poumons se souvenaient comment faire. « Bien. Continue à respirer. C'est tout ce que tu as à faire pour l'instant. Respire simplement. Il est mort. » Les mots sortirent plats, vides. « Je sais. Il est mort depuis des semaines. Je sais. J'ai marché tout ce chemin pour rien. » Non, la voix de Nate était ferme. Pas pour rien. Pour que tes filles survivent. Ce n'est pas rien. Mais il est mort, oui. Et je suis désolé, mais toi, tu ne l'es pas. Tes filles non plus. Tu es en vie. Tu as survécu. Ça compte. Vraiment? Est-ce que survivre comptait quand la raison pour laquelle tu survivais n'existait plus? Que dois-je faire maintenant? Murmura-t-elle. Pour l'instant, rien. Reste assise ici. Laisse le temps faire son œuvre. Puis lève-toi et continue d'avancer. Je ne sais pas comment, de la même manière que tu l'as fait jusqu'à présent. Un pas après l'autre. La porte s'ouvrit. Maggie se tenait là, le visage pâle, les yeux trop lucides. Papa est mort, n'est-ce pas? Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Abigail voulait mentir. Elle voulait la protéger. Mais Maggie avait trop souffert. Elle y méritait la vérité. Oui, ma chérie, il est mort. Maggie acquiesça lentement, comme si elle le savait déjà, comme si elle s'y préparait depuis des mois. Était-ce à cause de son esprit? Oui. A-t-il souffert? La lettre dit « Non, ça a été rapide. » Tant mieux. La voix de Maggie était faible mais ferme. Je ne voulais pas qu'il souffre. Lily apparut derrière sa sœur. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde est triste? Maggie se retourna, s'agenouilla et prit les mains de Lily. Papa ne reviendra pas, Lily. Il est mort dans les mines, comme maman le craignait. Le visage de Lily se décomposa. Mais il avait promis. Il avait promis qu'il viendrait nous chercher. Je sais, mais parfois, les gens ne peuvent pas tenir leurs promesses, même s'ils le veulent. Ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas juste. Lily se mit à pleurer. Maggie la serra dans ses bras. Les deux petites filles se serraient l'une contre l'autre, tandis que leur monde s'écroulait. Et Abigail était assise par terre, regardant ses filles pleurer, incapable de les réconforter, car elle était submergée par son propre chagrin. Nate se leva, s'approcha des filles et s'agenouilla à côté d'elles. « Venez ici, dit-il doucement. » Elles se tournèrent vers lui, ces deux enfants qui le connaissaient à peine.
et sans hésiter, elles s'approchèrent. Il les a prises dans ses bras. Il les a serrées contre lui pendant qu'elles pleuraient. « Je suis désolé, leur a-t-il dit. Je suis vraiment désolé. Votre papa vous aimait. C'est ce que dit la lettre. Il essayait de prendre soin de vous. Il n'a simplement pas eu le temps. On ne le reverra plus jamais, sanglotait Lily. Non, mais vous vous souviendrez de lui, et c'est important. Ce souvenir permet aux gens de rester en vie d'une autre manière. Je ne veux pas me souvenir. Je veux qu'il soit là. Je sais, ma chérie. Je sais. Abigail les observait. Cet homme qu'elle connaissait depuis 9 jours, qui tenait ses filles dans ses bras, leur apportait un réconfort qu'elle ne pouvait leur donner. Qui était forte parce qu'elle ne pouvait pas l'être. Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Ce n'était pas une fracture. Cela faisait des mois que cela se brisait, mais maintenant, c'était ouvert, laissant entrer quelque chose de nouveau, de la gratitude, du soulagement, quelque chose qu'elle avait peur de nommer. La journée s'écoula dans le flou. Nate prépara le dîner, fit manger les filles, même si aucune d'entre elles n'avait faim. Il les mit au lit tôt et resta avec elles jusqu'à ce qu'elles s'endorment. Abigail s'assit près du feu, tenant la lettre, la relisant encore et encore comme si les mots allaient changer, comme si elle l'avait mal lu. Mais ils ne changèrent pas. James était mort. Son mari depuis 17 ans, le père de ses enfants, l'homme qui avait promis de les sauver, mort dans un trou dans le Montana, tandis qu'elle s'épuisait à le chercher. « Tu devrais manger quelque chose, dit Nate. Elle leva les yeux, elle ne l'avait pas entendu rentrer. « Je n'ai pas faim, tu dois manger quand même. Je ne peux pas. » Il s'assit en face d'elle et lui tendit une tasse de café. Elle la prit machinalement, la tint sans boire. « Parle-moi, dit-il. À propos de quoi? » « De tout ce qui te passe par la tête. Je pense que j'ai perdu 6 mois à chercher un homme mort. Je pense que j'ai failli tuer mes filles pour rien. » Sa voix se brisa. « Je pense que James est mort seul dans le noir et que je ne m'en suis même pas rendu compte. Je ne l'ai même pas senti. Quelle sorte de femme ne sent pas quand son mari meurt? Celle qui est trop occupée à garder ses enfants en vie pour ressentir quoi que ce soit d'autre. Ce n'est pas suffisant. C'est tout ce que tu avais. » Elle posa le café, se prit le visage dans les mains. « Que dois-je faire maintenant, Nate? Où allons-nous? » « Je ne sais pas, mais tu n'as pas à le savoir ce soir. Alors quand dois-je avoir des réponses? Quand tu seras prête, pas avant. Et si je ne suis jamais prête, alors tu feras semblant jusqu'à ce que tu le sois. C'est ce que j'ai fait. » Elle le regarda à travers ses doigts. Après Sarah. Pendant des mois, j'ai juste fait semblant. J'ai nourri les animaux, travaillé la terre. Je me suis dit que je vivais, mais ce n'était pas le cas. J'attendais juste la mort. Il fit une pause. Puis cette famille est arrivée et m'a rappelé qu'attendre la mort n'était qu'une autre façon d'abandonner. Alors j'ai arrêté d'attendre et j'ai commencé à essayer. Je ne sais toujours pas si je vis ou si je fais juste semblant de mieux, mais au moins j'essaye. Combien de temps a-t-il fallu avant que cela devienne plus facile? Cela n'est pas devenu plus facile. J'ai simplement appris à mieux le supporter. Abigail sentit des larmes couler sur son visage. Je l'aimais même après son départ. Même quand j'étais en colère, je l'aimais toujours. Je sais, mais je suis aussi Dieu. Aide-moi. Je suis également soulagé parce que maintenant je sais. Maintenant, je peux arrêter de me poser des questions, d'espérer, de faire semblant que tout ira bien si je continue d'avancer. Elle le regarda. Est-ce que cela fait de moi une personne horrible? Non, cela fait de toi un être humain. Ils restèrent assis en silence. Le feu crépitait dehors. Le vent se levait. Ce n'était pas une tempête. Juste l'hiver qui faisait son œuvre. La lettre disait qu'il avait économisé de l'argent, dit finalement Abigail. 47 $. C'est bien, cela aidera. Aider, pourquoi? Je n'ai toujours pas de plan. Je n'ai nulle part où aller. Tu as le temps de trouver une solution. Combien de temps? Nate la regarda dans les yeux. Autant que tu veux. Toi et les filles pouvez rester ici. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre éternellement de ta charité. Ce n'est pas de la charité si tu travailles pour ça. Et Dieu sait que j'ai besoin d'aide ici. Pour combien de temps? 1 semaine? 1 mois? Après? Je ne sais pas. Mais est-ce important pour l'instant? Tu as besoin d'un endroit où aller. J'en ai un. Ça me semble simple. Rien n'est aussi simple. Ça l'est si tu le laisses l'être. Abigail voulait discuter, trouver toutes les raisons pour lesquelles cela ne pouvait pas marcher. Mais elle était si fatiguée, si épuisée, et l'alternative était de retourner dans le froid sans nulle part où aller et sans raison de continuer.
J'ai besoin d'y réfléchir, dit-elle. Très bien, réfléchis autant que tu veux. L'offre tient toujours. Elle acquiesça et prit son café. Il était froid. Nate se leva. Je vais aller voir les animaux. Tu devrais dormir un peu. Je ne dormirai pas. Essaie quand même. Il enfila son manteau, se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. Abigail, je sais que tu n'en as pas de l'impression pour l'instant, mais tout ira bien. Vous trois, vous avez survécu. Ça vaut quelque chose. Vraiment? C'est tout ce qui compte. Puis il partit. Il sortit dans le froid, la laissant seule avec le feu, la lettre et les ruines de tout ce à quoi elle s'était accrochée. Elle resta assise là longtemps, pensant à James, à l'homme qu'il avait été, à l'homme qu'il était devenu, aux promesses qu'il avait faites et rompues. Elle pensa à la Pennsylvanie, à la ferme, à la vie qu'ils avaient construite, à la façon dont tout s'était effondré si vite. Elle pensa aux 6 derniers mois passés à marcher, à mourir de faim, à voler, à survivre. Elle pensa à ses filles, à leur transformation, à la façon dont Maggie avait cessé d'être une enfant, à la façon dont Lily avait appris à avoir peur. Et elle pensa à Nate, cet inconnu qui les avait recueillis, qui les avait nourris et hébergés sans rien demander en retour, qui avait proposé de les emmener dans le Montana tout en sachant que cela pourrait lui coûter la vie, qui leur offrait maintenant un endroit où rester, même si elles n'avaient rien à lui donner. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ferait-il cela? La porte s'ouvrit. Nate revint en secouant la neige de ses bottes. Tout va bien? Demanda-t-il. Non, mais ça ira. Elle se leva. Je vais me coucher. Merci pour aujourd'hui, pour tout. De rien. Elle se dirigea vers le lit, s'arrêta, se retourna. Nate, pourquoi fais-tu cela? Vraiment? Il resta silencieux un instant. Parce que quand Sarah est morte, je voulais mourir aussi. Et si cette famille ne s'était pas arrêtée, ne s'était pas souciée de moi, ne m'avait pas rappelé que la vie valait la peine d'être vécue, je l'aurais fait. Alors peut-être que je fais ça pour eux. Ou peut-être que je le fais pour Sarah. Ou peut-être qu'il s'est arrêté, a croisé son regard. Peut-être que je le fais parce que te voir te battre si fort pour survivre m'a rappelé pourquoi survivre est important. Abigail sentit sa gorge se serrer. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Va dormir. Demain, nous verrons comment faire. Elle acquiesça, alla se coucher et se glissa dans le lit à côté de ses filles. Elles dormaient toutes les deux, le visage paisible malgré tout. Elle les embrassa chacune sur le front et murmura « Je suis désolé pour tout, mais tout ira bien. Je te le promets. » Et allongée là, dans l'obscurité, dans le lit d'un inconnu, dans la maison d'un inconnu, avec son mari mort et son avenir incertain, Abigail ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 6 mois. De l'espoir. Pas l'espoir désespéré que James les sauverait. Pas l'espoir naïf que tout s'arrangerait. Mais l'espoir calme et constant qu'ils pourraient peut-être se sauver eux-mêmes, que survivre était peut-être suffisant, que peut-être, juste peut-être, tout irait bien après tout. Le lendemain matin, Abigail se réveilla avant l'aube et trouva Nate déjà debout, en train de préparer le café. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Pas beaucoup. Je n'arrêtais pas de penser à tout ça. Elle accepta le café qu'il lui tendait. James, les filles, la suite, tu as tiré des conclusions? Quelques-unes. Elle prit une inspiration. Si l'offre de rester ici, de travailler en échange du gîte et du couvert est toujours valable, j'aimerais l'accepter jusqu'au printemps, jusqu'à ce que les filles soient plus fortes, jusqu'à ce que je sache quoi faire. L'offre est toujours valable. Mais je dois payer un loyer. Je ne peux pas, Abigail. Il l'interrompit gentiment. Tu vas travailler dur. C'est un paiement suffisant. Je n'ai pas besoin de ton argent. Mais pas de mais. Tu travailles. Je te fournis un toit. C'est le marché. À prendre ou à laisser. Elle voulait discuter, mais elle était tellement fatiguée de se battre, tellement fatiguée d'être fière, alors que la fierté ne menait à rien. Je l'accepte. Merci. Bien. Alors c'était réglé. Ils se tenaient à la fenêtre, regardant le lever du soleil, la neige brillant de rose et d'or. « Et le Montana? » demanda Abigail. « L'argent que James a économisé. Je devrais aller le chercher. On ne pourra pas y aller avant le printemps, de toute façon. Les routes sont fermées. D'ici là, tu sauras mieux ce que tu veux faire. Et si je veux aller voir où il est mort,
Je ne sais pas. Dites-lui au revoir comme il se doit, puis je t'y emmènerai. Comme avant, quand le temps s'éclaircira, si c'est ce que tu veux, tu le feras quand même. Même s'il est mort, même s'il n'y a aucune raison, il y a une raison. Tu as besoin de tourner la page. C'est une raison suffisante. Abigail sentit les larmes lui monter à nouveau aux yeux. Pourquoi es-tu si gentil avec nous? Parce que quelqu'un a été gentil avec moi une fois, et parce qu'il a cessé de lutter contre quelque chose, puis il a dit, parce que toi et ses filles êtes la première chose depuis 3 ans qui fait que cet endroit ressemble à un foyer plutôt qu'à un tombeau. L'honnêteté de ses paroles la frappa comme un coup de poing. Nate, je ne te demande rien. Je te dis simplement que le fait de vous avoir ici, d'entendre les filles rire, de prendre les repas avec d'autres personnes plutôt que seul, ça m'aide. Alors peut-être que nous nous aidons mutuellement. Peut-être. Ils restèrent debout en silence. Le soleil montait dans le ciel. La journée commençait. Derrière eux, les filles commençaient à se réveiller. Abigail entendit la voix douce de Lily, la réponse gentille de Maggie, le bruit de la vie, de la famille, des gens qui s'aimaient. Et pour la première fois depuis le départ de James, depuis que la banque lui avait pris sa ferme, depuis que tout s'était effondré, Abigail avait l'impression d'être chez elle. Pas la maison qu'elle avait perdue, pas, pas la maison qu'elle avait recherchée, mais une maison quand même. Les jours qui suivirent furent étranges, calmes, presque paisibles. Abigail travaillait, cuisinait, nettoyait et raccommodait. Elle apprit le rythme du ranch de Nate, où se trouvaient des choses, comment elles fonctionnaient. Elle était douée pour cela. Elle trouvait satisfaction dans un travail honnête, dans le fait de gagner sa vie. Les filles aidaient Maggie en particulier, apprenant à s'occuper des poules, à aider à cuisiner, à accomplir de petites tâches qui lui donnaient le sentiment d'être utile. Lily jouait de plus en plus chaque jour. La peur quittait ses yeux, la faim quittait son visage. Elle prenait du poids, commençait à ressembler à une enfant plutôt qu'à un fantôme. Et lentement, prudemment, elles commencèrent à faire leur deuil. Abigail trouvait parfois Maggie en pleurs, des larmes silencieuses qu'elle essayait de cacher. Elle la prenait dans ses bras, la laissait pleurer, lui disait qu'il était normal d'être triste. Lily posait des questions. Où est-ce papa maintenant? Est-il au paradis? Peut-il nous voir? Sait-il que nous allons bien? Abigail répondait du mieux qu'elle pouvait. Je pense que oui, ma chérie. Je pense qu'il peut nous voir. Et je pense qu'il est heureux que nous soyons en sécurité. Il te manque tous les jours, moi aussi, mais pas autant que je le pensais. Est-ce que c'est mal? Non, ma chérie, ce n'est pas mal. C'est juste honnête. Ils ont organisé une petite cérémonie, juste eux quatre. Pas de tombe, pas de corps. Mais Abigail a lu un passage de la Bible et chacun a dit quelque chose dont il se souvenait à propos de James. Maggie a dit, il me faisait la lecture avant de me coucher. J'aimais ça. Lily a dit, il avait un rire drôle. Ça me faisait rire aussi. Abigail a dit, il essayait. Il n'y arrivait pas toujours, mais il essayait. Ça compte. Nate n'a rien dit. Il est juste resté avec elle, présent, solide, les soutenant dans leur chagrin sans s'immiscer. Après qu'Abigail se soit sentie plus légère, comme si elle avait déposé un poids qu'elle portait, James était mort. Elle avait fait son deuil et maintenant, elle pouvait le laisser reposer en paix. Un soir, environ 2 semaines après l'arrivée de la lettre, Abigail et Nate étaient assis près du feu après que les filles se soient endormies. « Je peux te poser une question ?» dit-elle. « Bien sûr. Est-ce que tu penses parfois à te remarier ?» La question resta en suspens. Audacieuse, peut-être trop audacieuse. Nate resta silencieux pendant un long moment. Parfois, pas souvent. Sarah était tout pour lui. Difficile d'imaginer retrouver cela, mais on le voudrait si on le trouvait. Peut-être si c'était le bon, si elle comprenait, si elle ne s'attendait pas à ce que j'oublie Sarah. Il la regarda. Pourquoi cette question? Abigail sentit son visage s'empourprer. Sans raison, juste par curiosité. Abigail, je devrais aller me coucher. Il est tard. Elle se leva et se dirigea vers le lit. Sa main attrapa son poignet. Doucement, sans la retenir, juste pour l'arrêter. Attends, elle se retourna et le trouva debout tout près d'elle. Je sais ce que tu penses, dit-il doucement, et je veux que tu saches que je n'attends rien. Tu restes ici, je t'aide.
Rien de tout cela n'est assorti de conditions. Je le sais, vraiment, parce que j'ai besoin que tu le saches. J'ai besoin que tu saches que tu es en sécurité ici, que tu ne me dois rien, que Nate, elle posa sa main sur la sienne. Je sais, je te fais entièrement confiance. Il scruta son visage à la recherche d'un mensonge. Il ne trouva que la vérité. Bien, c'est bien. Ils restèrent là les mains jointes, quelque chose d'électrique et de terrifiant dans l'espace qui les séparait. Puis Abigail recula. Bonne nuit, Nate. Bonne nuit, Abigail. Elle alla se coucher, se glissa entre ses filles et resta longtemps allongée, pensant à la confiance, à la sécurité, à la façon dont son cœur avait bondi lorsque Nate lui avait touché le poignet. C'était trop tôt. James était mort depuis moins d'un mois. Elle n'avait aucune raison de ressentir quoi que ce soit pour qui que ce soit. Mais allongée là dans l'obscurité, elle ne pouvait le nier. Quelque chose grandissait entre eux, quelque chose de fragile, de nouveau et d'absolument terrifiant, et elle ne savait pas quoi faire. La réponse vint une semaine plus tard sous la forme de cavaliers. Abigail ramassait des œufs lorsqu'elle entendit 3 chevaux arriver à toute vitesse. Elle laissa tomber le panier et courut vers la maison. Nate sortit immédiatement, fusil à la main. Entre. Verrouille la porte. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, mais rentrez immédiatement. Elle attrapa les fit entrer, verrouilla la porte et regarda par la fenêtre. 3 hommes, à l'allure rude, armés. Ils s'arrêtèrent devant la maison. Le chef, un homme imposant avec une cicatrice sur le visage, cria « Vous êtes Nathaniel Cartwright, moi oui. Que voulez-vous? On dit que vous avez une femme ici, une veuve avec 2 enfants. » Abigail sentit son sang se glacer. « En quoi cela vous regarde-t-il? » La voix de Nate était calme, mais son fusil ne bougeait pas d'un pouce. « Nous cherchons quelqu'un. Une femme nommée Abigail Morgan. Son mari devait de l'argent, beaucoup d'argent, et maintenant il est mort. Cette dette lui revient. Je ne connais personne de ce nom. Vraiment, parce qu'on nous a dit qu'elle séjournait ici, que vous l'aviez recueillie après qu'elle ait été prise en flagrant délit de vol. » Nate serra les mâchoires. « Même si je la connaissais, qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle vous doit quelque chose? » James Morgan a emprunté 500 $ à notre patron. Il a promis de les rembourser avec les intérêts de ses gains miniers. Puis il est mort. La dette ne meurt pas avec lui. Sa veuve ne vous doit rien. La loi dit le contraire. La loi dit beaucoup de choses, mais ça ne les rend pas justes pour autant. L'homme balafré sourit. C'est moche, c'est dangereux. On se fiche de ce qui est juste. Ce qui nous intéresse, c'est l'argent. Voici ce qui va se passer. Vous allez nous amener Mme Morgan et elle va venir avec nous. Elle va rembourser sa dette d'une manière ou d'une autre. Certainement pas. Tu veux vraiment mourir pour une femme que tu connais à peine? Essaye et tu verras. La tension était palpable. Le cœur d'Abigail battait à tout rompre. C'était sa faute, sa dette, son problème. Elle ne pouvait pas laisser Nate mourir pour ça. Elle se dirigea vers la porte et souleva la barre. « Maman, non. » Maggie lui attrapa le bras. « Je dois le faire, ma chérie. Ils te feront du mal. Ils feront du mal à Nate si je ne le fais pas. Je ne peux pas laisser ça arriver. » Elle se libéra, ouvrit la porte et sortit. Les 4 hommes se tournèrent vers elle. « Je suis Abigail Morgan, » dit-elle d'une voix tremblante mais claire. « Et je ne vous dois absolument rien. Les dettes de mon mari sont mortes avec lui. C'est la loi. » L'homme balafré rit. « C'est vrai. Eh bien, notre loi est différente, et vous venez avec nous de toute façon. » « Non, elle ne viendra pas. » Nate s'avança et s'interposa entre Abigail et les cavaliers. « Vous la voulez? Vous devrez d'abord passer par moi, avec plaisir. » La main de l'homme balafré se dirigea vers son pistolet, et tout explosa dans une violence soudaine. Le fusil de Nate se leva rapidement, visant directement la poitrine de l'homme balafré. « Déplacez cette main d'1 centimètre de plus, et je vous ferai un trou assez grand pour voir la lumière du jour. » L'homme balafré se figea, la main suspendue au-dessus de son pistolet, les yeux calculant ses chances. « Tu veux vraiment mourir pour ça? » demanda-t-il. « Tu veux vraiment savoir si je bluffe? Nous sommes 3. Vous n'êtes qu'un. J'ai 8 balles dans ce pistolet, Henry. Je vous descends tous les 3 avant que vous ayez le temps de dégainer. La question est, lequel d'entre vous veut mourir en premier? » Le silence s'éternisa. Le cœur d'Abigail battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser.
Derrière elle, à travers la porte ouverte, elle entendait Maggie pleurer. Elle entendait les gémissements effrayés de Lily. Dernière chance, dit Nate calmement. Décidez-vous tout de suite. Vivez pour voir demain ou restez et mettez-moi à l'épreuve. L'homme balafré le fixa, réfléchissant, pesant le pour et le contre. Puis il sourit. Nous reviendrons avec plus d'hommes, et la prochaine fois, vous n'aurez pas autant de chance. Je serai prêt. Nous aussi. Les trois cavaliers firent demi-tour et s'éloignèrent. Ni vite ni lentement, ils chevauchaient simplement, montrant clairement que ce n'était pas fini. Nate garda son fusil levé jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière la colline. Puis il l'abaissa et se tourna vers Abigail à l'intérieur. Elle ne discuta pas, elle recula simplement vers la porte. Nate la suivit et referma la porte. Maggie se jeta sur Abigail. « J'ai cru qu'ils allaient te tuer. »« Je vais bien, ma chérie, je vais bien. Ils ont dit que papa avait des dettes. C'est vrai. » Abigail regarda Nate, il acquiesça. « Permission d'être honnête. Je ne sais pas. Peut-être. Ton père a emprunté de l'argent avant de partir. Je ne savais pas tout. »« Combien? » Ils ont dit 500 $. Maggie écarquilla les yeux. « C'est beaucoup d'argent. Je sais. Est-ce qu'on l'a? Non, ma chérie, on ne l'a pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? C'était de la question, n'est-ce pas? Nate posa le fusil près de la porte. Tout d'abord, on va respirer. Ensuite, on va réfléchir. Et enfin, on va trouver une solution. Il n'y a rien à trouver. La voix d'Abigail était neutre. James devait de l'argent. Il est mort. Ils pensent que je dois cette dette. Ils continueront à venir jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent ou que je sois mort moi aussi. Ils ne t'auront pas, Nate. Tu ne peux pas les combattre, pas éternellement. Ils reviendront avec plus d'hommes. Je me fiche du nombre d'hommes qu'ils amèneront. Tu es sous ma protection. Ils te veulent. Ils passeront par moi. Je ne peux pas te laisser faire ça. Ce n'est pas ton choix. Bien sûr que si. Sa voix s'éleva, mêlant colère et peur. C'était ma dette, mon problème. Je ne te laisserai pas mourir pour ça, et je ne les laisserai pas t'emmener. Donc, nous sommes dans une impasse. Nate, non. Il s'approcha, la voix basse, intense. Écoute-moi. James avait peut-être cette dette, peut-être pas. Peu importe. La loi n'oblige pas les veuves à payer les dettes de leur mari. Ces hommes essaient de te faire peur, de t'intimider, de te faire croire que tu n'as pas le choix. Mais tu l'as, et je te le dis tout de suite, tu ne les suivras jamais. Tu comprends? Abigail sentit les larmes lui monter aux yeux. Tu me connais à peine. Pourquoi risquerais-tu ta vie? Parce que c'est la bonne chose à faire. Ce n'est pas suffisant. C'est tout ce que j'ai. Ils se regardèrent fixement. L'air entre eux crépitait de tension, de peur et d'autres choses. Quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. La petite voix de Lily rompit le silence. Les méchants vont-ils revenir? Nate se tourna vers elle et s'agenouilla. Peut-être, mais s'ils reviennent, je serai prêt. Je te le promets. Personne ne fera de mal à toi, à ta maman ou à Maggie. D'accord, tu me le promets. Je te le promets. Les promesses ne sont pas toujours tenues. La voix de Maggie était amère, plus âgée que son âge. Papy avait promis de revenir. Il n'a pas tenu sa promesse. Nate la regarda dans les yeux. Ton papa n'a pas rompu sa promesse intentionnellement. Il est mort en essayant de la tenir. Il y a une différence. Je ne vais pas mourir et je ne laisserai rien arriver à ta famille. C'est ma promesse et je tiens mes promesses. Comment le savoir? Parce que je suis toujours là. Parce que j'aurais pu te renvoyer cette première nuit. J'aurais pu te renvoyer dans la neige. Mais je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas maintenant. Tu es coincé avec moi. Maggie scruta son visage, à la recherche d'un mensonge. Elle n'en trouva aucun. D'accord, dit-elle tout bien coupé. Dit-elle finalement. Je te crois. Brave fille. Le reste de la journée se déroula dans un silence tendu. Nate vérifia et revérifia le fusil, s'assura que toutes les munitions étaient prêtes, barricada la porte et ferma les volets. Abigail essaya de travailler, essaya de préparer le dîner, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir le couteau. « Laisse-moi faire. » Nate le lui prit des mains et commença à couper des légumes. « Tu devrais te reposer. » « Je ne peux pas me reposer. Je ne peux pas rester assise sans rien faire. J'ai besoin de faire quelque chose. Alors, assieds-toi avec les filles. Elles ont besoin que tu sois calme.
Si tu as peur, elles seront terrifiées. Il avait raison. Elle savait qu'il avait raison. Elle alla vers le lit où Maggie et Lily étaient assises, grimpa à côté d'elle et les laissa se blottir contre elle. « Raconte-nous une histoire, murmura Lily. Comme avant. Quel genre d'histoire? Une histoire joyeuse avec une fin heureuse. L'esprit d'Abigail se vida. Elle ne se souvenait d'aucune histoire joyeuse. Elle ne se souvenait pas à quoi ressemblait une fin heureuse, mais elle essaya. Elle leur raconta l'histoire d'une princesse, d'un dragon et d'un chevalier courageux. Elle inventa les détails au fur et à mesure. Elle donna à l'histoire la fin heureuse que Lily voulait. Quand elle eut fini, les deux filles s'étaient endormies. Épuisée par la peur, Abigail se glissa prudemment hors du lit et rejoignit Nate, qui se tenait près de la fenêtre, observant l'horizon. « Tu vois quelque chose? » demanda-t-elle. « Pas encore, mais ils viendront cette nuit ou demain. Ils n'ont pas fini. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare et on ne les laisse pas t'emmener. »« Nate, c'est fou. Tu ne peux pas combattre une bande d'hommes. Pas toute seule. »« Je ne suis pas seul. J'ai des voisins, des hommes bien. Je peux envoyer un message, demander de l'aide. Cela prendra des jours. Alors nous tiendrons bon pendant des jours. Et si nous n'y arrivons pas, dit-il en se tournant vers elle, alors nous nous battrons quand même, car l'alternative serait de les laisser t'emmener et je ne le ferai pas. Pourquoi? La question jaillit. Pourquoi t'en soucies-tu autant? Que suis-je pour toi? Nate resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit, tu veux la vérité? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas comment définir ce que tu es pour moi. Je sais juste que quand je t'ai vu dans la neige en train de manger des pommes pourries, quelque chose en moi s'est réveillé. Quelque chose qui était mort depuis Sarah. Et chaque jour que tu passes ici, chaque conversation que nous avons, chaque fois que je te vois avec tes filles, ce quelque chose devient plus fort. Alors peut-être que je suis égoïste. Peut-être que je te protège parce que te perdre, tu arrêtes cette chose et me renverrais à une demi-vie. Ou peut-être, il s'interrompit, peut-être que je te protège parce que je ne peux plus imaginer cet endroit sans toi. Abigail retint son souffle. Nate, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Je ne te demande rien. Je te dis simplement pourquoi je suis prêt à me battre. Pourquoi je suis prêt à mourir si cela s'avère nécessaire. Je ne veux pas que tu meures, alors aide-moi à nous garder tous en vie. Comment? En me faisant confiance, en me laissant te protéger, en ne faisant rien de stupide, comme essayer de te sacrifier pour me sauver. Elle voulait promettre. Elle voulait dire qu'elle resterait. Mais la vérité était que, s'il fallait choisir entre la vie de Nate et la sienne, elle choisirait toujours la sienne. Car ses filles avaient plus besoin de lui que d'elle. Et peut-être, Dieu lui vienne en aide, commençait-elle aussi à avoir besoin de lui. Ils se tenaient ensemble à la fenêtre, regardant l'obscurité s'installer, attendant la suite des événements. « Abigail, » dit Nate doucement, « quand tout cela sera terminé, quand nous aurons réglé notre compte à ces hommes, nous devrons parler de la suite, de notre avenir. Il n'y a pas d'avenir pour nous, n'est-ce pas? » Elle ne répondit pas, car en vérité, elle ne savait plus. 6 semaines auparavant, elle était mariée à James. 6 semaines auparavant, elle marchait vers le Montana pour le retrouver. Il y a 6 semaines, l'idée de ressentir quoi que ce soit pour un autre homme aurait été impensable. Mais James était mort. Il était mort alors qu'elle marchait encore, qu'elle espérait encore. Et Nate était là, vivant, réel, prêt à mourir pour la protéger. « Je ne sais pas ce que je ressens, » admit-elle. « Tout est trop confus, trop compliqué. Je sais, mais nous devrons finir par y voir plus clair. » Pas ce soir. Non, pas ce soir. Ce soir, nous survivons. Demain, nous verrons le reste. Les écrivains revinrent à l'aube. Ils n'étaient plus 3 cette fois-ci. Ils étaient 8, peut-être plus. Ils encerclaient la maison. L'homme balafré était devant. « Cartwright », il cria, « on a fini de jouer. Envoyez la femme ou on vous brûle vif. » Nate se tenait à la fenêtre, son fusil prêt. « Essayez de nous brûler vifs, et je vous abattrai tous avant que la première flamme ne s'allume. Vous ne pouvez pas tous nous avoir. Non, mais je t'aurai, toi. Je te le promets. » L'homme balafré a ri. « Tu veux vraiment mourir pour quelqu'un qui n'est même pas à toi? » Abigail a tressailli en entendant ce mot. Nate a serré les mâchoires. « Appelle-la encore comme ça, et je te mets une balle dans les dents. » Des paroles bien fortes pour un homme en infériorité numérique. Pas autant que tu le penses. Une nouvelle voix retentit. « Ça suffit. » Abigail tourna brusquement de la tête.
À travers l'autre fenêtre, elle vit des cavaliers. Ils étaient 5 venant du nord, menés par un homme aux cheveux gris sur un grand cheval roux. Samuel, souffla Nate. Les cavaliers s'arrêtèrent, se positionnant entre le gang de l'homme balafré et la maison. Bonjour, Nate, lança l'homme aux cheveux gris. J'ai entendu dire que tu avais peut-être besoin d'aide. Comment l'as-tu su? Tes poules faisaient du bruit hier soir. Mon fils est venu vérifier. Il a vu ces messieurs surveiller ta propriété. Il s'est dit que ce n'était pas une visite amicale. L'homme balafré fit faire demi-tour à son cheval. Ce n'est pas ton combat, vieil homme. Maintenant, si. Nate est mon voisin. Cela en fait mon combat. Nous sommes plus nombreux que vous. Peut-être, mais nous tirons mieux. Et nous sommes du bon côté. Ça compte aussi. Samuel leva son fusil. Vous avez maintenant 2 choix. Vous partez tout de suite ou nous verrons qui restera debout quand la fumée se sera dissipée. L'homme balafré regarda autour de lui, évalua ses chances. Ces hommes bougeaient, nerveux. Ce n'était pas ce pourquoi il s'était engagé. Ce n'est pas fini, dit-il finalement. Si ça l'est, la voix de Samuel était dure. Si vous revenez ici, nous vous attendrons. Tous les éleveurs, à moins de 10 miles, savent ce que vous avez tenté de faire. Ils vous abattront sur place. Donc, à moins que vous ne vouliez mourir dans cette prairie perdue, vous partirez et vous ne reviendrez pas. L'homme balafré cracha la dette. Il n'y a pas de dette. Les dettes de James Morgan sont mortes avec lui. Les lois sont claires à ce sujet. Vous essayez d'extorquer une veuve. Cela vous rend plus bas que la boue. Maintenant, quittez notre propriété avant que nous vous enterrions dedans. Pendant un instant, Abigail crut que l'homme balafré allait se battre, qu'il allait mettre Samuel au pied du mur. Puis, il fit pivoter la tête de son cheval. Allons-y. Ces hommes le suivirent, chevauchant rapidement vers l'est cette fois-ci, sans se retourner. Samuel et ses hommes restèrent jusqu'à ce qu'ils soient hors de vue. Puis il mit pied à terre et se dirigea vers la maison. Nate ouvrit la porte. « Samuel, je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas encore, ils pourraient en revenir. Vous pensez qu'ils reviendront? Non? Ce sont des brutes. Les brutes s'enfuient quand on leur tient tête. Mais nous resterons vigilants pendant quelques jours, au cas où. » Il regarda derrière Nate et vit Abigail debout avec les filles. « Vous devez être Madame Morgan. »« Oui. Merci pour ce que vous avez fait. Nous vous devons tout. Vous ne me devez rien. Nate est un homme bon, un bon voisin. Si quelqu'un le menace, il nous menace tous. » Il marqua une pause. « Ma femme Ruth aimerait que vous veniez dîner ce soir, si vous le pouvez. Amenez les filles. Qu'elles rencontrent nos enfants. Cela fera du bien à tout le monde de se sentir normal pendant quelques heures. » Abigail regarda Nate. Il acquiesça. « Nous serions ravis, dit-elle. Merci. Bien. On se voit au coucher du soleil. » Samuel enfourcha son cheval et souleva son chapeau. « Nate, si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le-moi savoir. Je n'y manquerai pas. »« Merci, Samuel. C'est à ça que servent des voisins. » Les cavaliers repartirent vers leurs ranchs respectifs, laissant Nate et Abigail debout sur le pas de la porte, les regardant s'éloigner. « C'est fini, » murmura Abigail. « Elle, c'est vraiment fini. » Oui, elle sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit lourdement sur la marche. « Je pensais qu'ils allaient te tuer. Nous tuer tous. Ils ne l'ont pas fait. Nous allons bien, grâce à toi, parce que tu leur as tenu tête. Parce que toi, » sa voix se brisa. « Pourquoi, Nate? Pourquoi as-tu fait ça? » Il s'assit à côté d'elle. « Je t'ai dit pourquoi je... Redis-le-moi. J'ai besoin de l'entendre à nouveau, parce que tu comptes pour moi, parce que tes filles comptent pour moi, parce que je ne pourrais pas me le pardonner si je laissais quelque chose t'arriver. » Il fit une pause. « Et parce qu'à un moment donné, vous avez cessé d'être des étrangers, je vous ai accueillis et je suis devenu quoi? Votre famille? Vous êtes devenu ma famille. » Abigail sentit des larmes couler sur son visage. « Nous ne sommes pas ta famille, n'est-ce pas? Tu vis dans ma maison, tu manges à ma table, tu travailles le matin. Tes filles m'appellent par mon prénom, comme si j'étais quelqu'un d'important. Pour moi, ça ressemble à une famille. Mais James est mort et j'en suis désolé. Désolé pour ce que tu as perdu. Mais il est parti et tu es là. Et je... » Il s'interrompit, puis reprit. « Je tiens à toi, Abigail, plus que je ne le devrais, plus que je ne le voulais. Et je ne sais pas quoi faire à part te dire la vérité. » Elle le regarda. Cet homme qui l'avait sauvé, abrité, protégé,
qui avait été prêt à mourir pour elle et ses filles sans rien demander en retour. Moi aussi je tiens à toi, murmura-t-elle, et cela me terrifie. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt. Parce que James est mort il y a seulement un mois. Parce que je ne sais pas si ce que je ressens est réel ou si ce n'est que de la gratitude, du désespoir, du soulagement d'être en sécurité. Est-ce important? Oui, c'est important. Je ne vais pas te manipuler. Je ne vais pas te laisser remplacer ce que j'ai perdu. Tu mérites mieux que cela. Et si je m'en fiche? Et si j'étais prêt à accepter tout ce que tu peux m'offrir? Alors tu es un idiot. Probablement. Ils restèrent assis en silence, Romanda. Le soleil matinal montait dans le ciel. La peur finissait par s'estomper. À l'intérieur, les filles se réveillaient, appelant Abigail. Elle se leva. Je devrais. Je sais. Il se leva aussi. Abigail, nous n'avons pas besoin de prendre une décision aujourd'hui ou demain. Nous avons le temps, vraiment? Tout le temps qu'il nous faut. Je ne vais nulle part, et toi non plus. Donc, nous avons le temps. Elle acquiesça, rentra à l'intérieur et le laissa là. Et pour la première fois depuis la mort de James, Abigail se permit d'imaginer un avenir qui n'était pas défini par la perte. Un avenir où elle n'était pas seule, où ses filles avaient un foyer, où elle avait ce qu'était l'amour, ce qu'était cela, elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas encore le nommer. Mais alors qu'elle serrait ses filles dans ses bras et leur disait qu'elles étaient en sécurité, que les méchants étaient partis, que tout irait bien, elle le sentit. Cette chose fragile et terrifiante qui grandissait dans sa poitrine. L'espoir, pas l'espoir que James les sauverait. Il était parti. Pas l'espoir que le Montana détienne les réponses. Ce n'était pas le cas. Mais l'espoir que peut-être, juste peut-être, un foyer n'était pas un endroit où l'on retournait. Peut-être que la maison était un endroit que l'on construisait de ses propres mains, avec les personnes que l'on choisissait, avec un homme qui s'interposait sans hésitation entre vous et le danger. Peut-être que la maison était ici, juste ici, si elle était assez courageuse pour la revendiquer. Ce soir-là, ils se rendirent au ranch de Samuel et Ruth. Les filles étaient nerveuses au début, timides, mais Ruth était chaleureuse et gentille, et ses trois enfants avaient à peu près le même âge que Maggie et Lily. En quelques minutes, elles jouaient comme des enfants normales. Abigail s'assit avec Ruth dans la cuisine, l'aidant à préparer le dîner, reconnaissante de la compagnie d'une autre femme. Nate est un homme bien, dit Ruth. Pas subtil, direct. Il l'est. Il est resté seul trop longtemps depuis la mort de Sarah. Nous nous sommes tous inquiétés pour lui. Il l'aimait beaucoup. C'est vrai. Il l'aime toujours. Mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas aimer à nouveau. Ruth la regarda. Tu es bonne pour lui. Je l'ai vu dès notre arrivée. La façon dont il te regarde, la façon dont il a tenu tête à ses hommes. C'est le Nate que nous connaissions avant que tu ne le ramènes. Je n'ai rien fait. Tu lui as donné une raison de s'intéresser à toi. C'est tout. Abigail ne savait pas quoi répondre. Le dîner fut bruyant, chaotique et merveilleux. 7 personnes autour d'une table, parlant, riant et profitant de la vie. Maggie racontait des histoires. Lily faisait rire les enfants de Ruth. Et Abigail était assise là, pensant que peut-être, juste peut-être, c'était à cela que ressemblait la guérison. Après que les hommes se soient assis dehors pour fumer, les femmes ont nettoyé. Les enfants jouaient dans la grange. Madame Morgan, dit Samuel lorsqu'elle sortit prendre l'air, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Quels sont vos projets à long terme? Je ne sais pas. Je pensais aller dans le Montana pour retrouver James, mais maintenant il est parti et il faut que je trouve un nouveau plan. Oui. Avez-vous pensé à rester ici dans le Wyoming? Je ne sais pas. Je n'ai nulle part où aller. Je ne peux pas vivre éternellement de la charité de Nate. Ce n'est pas de la charité si vous travaillez. Et d'après ce que Nate m'a dit, vous travaillez dur. J'essaie. Ruth et moi avons discuté. Nous aurions besoin d'aide, de mains supplémentaires au ranch. Si cela t'intéresse, nous pouvons t'offrir le gîte et le couvert, un petit salaire, un peu d'indépendance et te permettre d'économiser de l'argent. Le cœur d'Abigail bondit. C'est très gentil. Mais je ne peux pas quitter Nate, pas après tout ce qu'il a fait. Qui a parlé de quitter Nate? Samuel sourit. Nos ranchs sont à 5 kilomètres l'un de l'autre. Tu pourrais travailler pour nous pendant la journée. Rester avec Nate la nuit si c'est là que vous vous sentez à l'aise ou trouver un autre arrangement. Le fait est que vous auriez le choix. Vous ne dépendriez de personne.
Le choix, l'indépendance, la possibilité de voler de ses propres ailes. C'était tout ce qu'elle voulait. Je dois y réfléchir, dit-elle, bien sûr. Prenez votre temps, l'offre tient toujours quand vous serez prête. Ils rentrèrent chez eux sous un ciel étoilé. Les filles dormaient dans le coffre du break. Nate conduisait. Abigail était à côté de lui. Samuel m'a fait une offre. Elle dit, je sais, il m'en a parlé. Tu n'es pas contrarié? Pourquoi le serais-je? C'est une bonne offre. Elle te donnerait ton indépendance. Mais je devrais partir. Pas définitivement, mais tu serais toujours proche. À 5 kilos, nous continuerions à nous voir. C'est ce que tu veux? Il resta silencieux pendant un long moment. Ce que je veux, c'est que tu aies le choix, que tu ne te sentes pas piégé, que tu puisses voler de tes propres ailes et choisir ce que tu veux, pas ce dont tu as besoin, pas ce qu'exige la survie, mais ce que tu veux vraiment. Et si ce que je veux, dit-elle en s'interrompant, effrayée à l'idée de finir, c'est toi? Le wagon s'arrêta. Nate serra le frein et se tourna vers elle. Est-ce que ce que tu veux ou ce que tu penses devoir vouloir? Parce que je t'ai aidé. Je ne sais pas, mais je sais que quand ces hommes sont venus, quand j'ai cru qu'ils allaient te tuer, je ne pouvais plus respirer. Je sais que ce soir, pendant le dîner avec Samuel et Ruth, je ne pensais qu'à rentrer à la maison pour te retrouver. Je le sais. Elle a pris une inspiration. Je sais que James est mort depuis un mois et que je devrais être en deuil. Je devrais me concentrer sur mes filles. Je devrais faire tout sauf ça. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Quand je suis avec toi, je me sens en sécurité. Je me sens vue. J'ai l'impression que je pourrais peut-être être heureuse à nouveau un jour. Abigail, je ne te demande rien. Je te le dis simplement parce que tu as été honnête avec moi et que tu mérites que je sois honnête en retour. Nate tendit la main et prit la sienne. Je ne suis pas James. Je ne peux pas être lui. Je n'essaierai pas de l'être. Je ne veux pas que tu sois James. Je veux que tu sois toi. J'aimais Sarah. Je l'aimerai toujours. Je sais. Et j'aimerai toujours l'homme qui était James avant que tout ne le brise. Mais aimer quelqu'un qui n'est plus là ne signifie pas que nous ne pouvons pas aimer quelqu'un qui est là. Non, ce n'est pas vrai. Ils restèrent assis là, les mains jointes, dans le silence de la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Abigail. On y va doucement. On verra au fur et à mesure. On ne se précipite pas. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne sommes pas prêts à tenir. Nous sommes simplement honnêtes l'un envers l'autre et envers nous-mêmes. Je peux le faire. Bien, moi aussi. Il lui serra la main, la relâcha, prit les rênes et ils rentrèrent ensemble à la maison, sans savoir ce qui allait se passer ensuite, sans avoir toutes les réponses. Mais pour la première fois depuis des mois, voire des années, ils avaient tous deux le sentiment d'être peut-être sur la bonne voie. Peut-être que leur foyer n'était pas derrière eux. Peut-être était-il devant eux, attendant d'être construit. Une conversation honnête à la fois. Le printemps arriva dans le Wyoming comme une promesse murmurée. La neige fondit, les routes se dégagèrent, le monde redevint vert et doré et plein de possibilités. Abigail était au ranch de Nate depuis 3 mois. 3 mois à travailler à ses côtés, à préparer les repas, à raccommoder les vêtements et à apprendre le rythme d'une vie qu'elle n'avait jamais imaginé pour elle-même. 3 mois à voir ses filles se transformer de fantômes effrayés en enfants qui riaient, jouaient et croyaient en demain. 3 mois à tomber amoureuse d'un homme qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'aimer. Elle se réveilla tôt un matin d'avril et trouva Nate déjà dehors, travaillant dans le jardin qu'il avait commencé à labourer pour y planter des graines. Elle lui apporta du café. Elle se tint à ses côtés pour regarder le soleil se lever. C'était une belle matinée. Il dit que oui, les routes sont dégagées maintenant. Jusqu'au Montana, si tu veux. Son cœur fit un bond. Tu me demandes de partir? Je te demande si tu veux toujours aller voir où James est sort pour récupérer cet argent et tourner la page. Le voulait-elle? Il y a 3 mois, la réponse aurait été oui sans hésitation. Mais maintenant, je ne sais pas. Elle admit qu'une partie d'elle pensait qu'elle devrait voir où il était enterré, lui dire au revoir comme il se doit. Mais une autre partie pense que j'ai déjà fait mes adieux. Qu'aller dans le Montana ne ferait que rouvrir des blessures qui commencent enfin à cicatriser. Que te dit ton cœur? Mon cœur me dit que je veux rester ici avec toi. Construire quelque chose au lieu de courir après des fantômes. Nate posa sa pelle, se tourna vers elle, alors reste. Tout simplement. Tout simplement. Mais l'argent, James a économisé cet argent pour nous.
Pour les filles, je devrais le prendre. Elles méritent une mère qui soit heureuse, qui construise un avenir au lieu de pleurer le passé. L'argent sera toujours là dans 6 mois, dans 1 an, quand tu seras prêt. Mais pour l'instant, il lui prit les mains. Pour l'instant, je te demande de choisir, le Montana ou ici, le passé ou l'avenir, James ou toi. Elle termina à sa place. Tu me demandes de te choisir. Oui. Et je sais que c'est trop tôt. Je sais que tu es encore en deuil. Je sais toutes les raisons pour lesquelles tu devrais dire non. Mais je te le demande quand même parce que je ne peux pas. Je ne peux pas continuer à prétendre qu'il s'agit simplement de te donner un toit. Cela a cessé d'être le cas il y a quelques semaines, lorsque Maggie a ri pour la première fois. Lorsque Lily a appelé cet endroit chez elle. Quand je me suis réveillé un matin et que j'ai réalisé que j'étais plus heureux que je ne l'avais été depuis 3 ans. Quand je t'ai regardé et que j'ai vu non seulement une femme que j'aidais, mais une femme que... Il s'est interrompu. Une femme que j'aime. Les mots sont restés suspendus dans l'air, simple, terrifiant, vrai. Nate, tu n'as pas besoin de me répondre. Je ne te le demande pas. Je te demande simplement de rester pour nous donner une vraie chance. Pas seulement survivre ensemble, mais vivre ensemble, construire ensemble. Abigail sentit des larmes couler sur son visage. Je t'aime aussi. Que Dieu me vienne en aide. Je t'aime et je m'en sens coupable chaque jour. James est mort depuis seulement 4 mois et je suis déjà quoi? Déjà en train de choisir de vivre plutôt que de mourir. Déjà en train de choisir le bonheur plutôt que le chagrin. Ce n'est pas mal, Abigail, c'est humain. Mais les gens vont parler. Ils diront que je n'aimais pas James, que j'ai tourné la page trop vite. Laisse-les parler. Nous connaissons la vérité. C'est tout ce qui compte. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que tu aimais James. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour le retrouver. Et quand tu as appris qu'il était parti, tu l'as pleuré comme il se doit, honnêtement. La vérité, c'est que tu ne m'as pas choisi parce que c'était facile ou pratique. Tu m'as choisi parce qu'après tout ce que tu as traversé, tu as encore le courage d'essayer à nouveau. Ce n'est pas une trahison, c'est du courage. Elle voulait le croire. Elle voulait croire qu'aimer à nouveau n'était pas mal. Et les filles, demanda-t-elle, elles viennent de perdre leur père. Comment leur dire que nous leur avons demandé? Nous sommes honnêtes. Nous les laissons décider aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Ce soir-là, après le dîner, Nate et Abigail se sont assis avec Maggie et Lily. Ils leur ont dit la vérité. Nate avait demandé à Abigail de rester définitivement. Il voulait qu'ils forment une famille, une vraie famille. Pas seulement des gens qui partagent une maison, mais des gens qui se sont choisis. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Ça veut dire que tu seras notre papa? Nate s'est agenouillé pour être à la hauteur de ses yeux. Pas votre papa. Votre papa, c'était James et personne ne le remplacera jamais. Mais je pourrais être autre chose. Quelqu'un qui prend soin de vous, qui vous protège, qui sera là quand vous aurez besoin de moi. Comme un deuxième papa. Quelque chose comme ça. J'aimerais bien. Elle se tourna vers Abigail. On peut, maman, on peut rester. C'est ce que tu veux? Oui, j'adore cet endroit. J'adore les poules, Bessie dans ma chambre et tout le reste. S'il te plaît, on peut rester? Abigail regarda Maggie, sa fille de 8 ans, calme et sérieuse, qui en voyait trop. Qu'en penses-tu, ma chérie? Maggie resta silencieuse pendant un long moment. Puis elle dit, tu l'aimes? Maman l'aime vraiment. Pas seulement parce qu'il nous a aidés. Oui, je l'aime vraiment. Et vous, Monsieur Cartwright, vous aimez maman? Oui. Et papa, est-ce que tu essaies de le remplacer? Non. Ton papa sera toujours ton papa. Je n'essaie pas de prendre sa place. J'essaie juste de créer un nouvel endroit pour nous tous ensemble. Maggie réfléchit à cela. Papa me faisait la lecture avant de me coucher. Est-ce que tu le ferais si je te le demandais? Et papa m'aidait à écrire mes lettres. Est-ce que tu m'aiderais aussi? Absolument. Et quand je suis triste à cause de papa, je peux quand même être triste? Ou je dois faire semblant de ne pas l'être parce que tu es là maintenant? La voix de Nate était douce. Tu peux être triste quand tu en as besoin. Le fait que ton papa te manque ne me blesse pas. Il était important pour toi. Il sera toujours important et c'est normal. Maggie acquiesça lentement. Alors je pense qu'on devrait rester. Je pense que papa aurait voulu que nous soyons heureux, et je suis heureuse ici. Tu es sûre? Demanda Abigail. Je suis sûre. Et c'est ainsi que la décision fut prise. Il resterait.
Ils construiraient une vie ici. Ils formeraient une famille. Le mariage fut simple. Il n'y avait que Samuel, Ruth et les enfants. Pas de robes sophistiquées, pas de grandes cérémonies, juste des vœux prononcés sous le même arbre où ils avaient parlé pour la première fois de leur avenir. Abigail portait une robe que Ruth l'avait aidé à confectionner. Un simple coton bleu. Rien de spécial. Mais quand Nate la vit, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu es magnifique, dit-il. Je suis pragmatique. » C'est la même chose. Samuel célébra la cérémonie, courte et sincère. Pas de langage fleuri, juste la vérité. Nathaniel Cartwright, voulez-vous prendre Abigail Morgan pour épouse, l'aimer, la protéger et rester à ses côtés quoi qu'il arrive? Oui. Et vous, Abigail Morgan, voulez-vous prendre Nathaniel Cartwright pour époux, l'aimer, le soutenir et construire une vie avec lui? Abigail regarda Nate, cet homme qui l'avait sauvé, qui lui avait montré ce qu'était la véritable gentillesse, qui lui avait offert à elle et à ses filles un foyer alors qu'elles n'avaient rien. Oui, par le pouvoir qui m'est conféré par le territoire du Wyoming, je vous déclare mari et femme. Nate l'embrassa doucement, délicatement, comme si elle était quelque chose de précieux. Et Abigail lui rendit son baiser, le choisissant, choisissant la vie, choisissant le bonheur, malgré tout ce qui avait tenté de le détruire. Maggie et Lily applaudirent. Ruth pleura. Samuel sourit. Et sous le ciel du Wyoming, une nouvelle famille vit le jour. Non pas par le sang, ni par obligation, mais par choix, par la survie qui se transforma en vie, par des étrangers qui devinrent un foyer. Les mois qui suivirent furent difficiles. Non pas parce qu'ils ne s'aimaient pas, mais parce que construire une vie est toujours difficile. Il y eut des disputes au sujet de l'argent, du ranch, de l'éducation des filles, de la question de savoir si Abigail devait accepter l'offre de Samuel et travailler pour gagner son indépendance ou rester à la maison à plein temps. Il y eut des moments où Abigail regrettait James, pleurait la vie qu'ils avaient perdue, se demandait si elle avait fait le bon choix. Il y avait des nuits où Nate se réveillait en appelant Sarah, où le passé était plus réel que le présent. Mais ils ont surmonté ces épreuves ensemble. Ils ont appris à connaître leurs rythmes respectifs, leurs blessures respectives, leurs espoirs respectifs. Ils ont appris que l'amour ne se limitait pas aux moments faciles. Il s'agissait aussi de conversations difficiles, de disputes honnêtes, de se choisir l'un l'autre même lorsqu'il aurait été plus facile de s'en aller. Maggie s'épanouissait. Elle a commencé l'école en ville, s'est fait des amis, demandait encore parfois des nouvelles de James, pleurait encore pour lui, mais elle riait aussi, jouait, se laissait redevenir une enfant. Lily s'épanouissait, prenait du poids, grandissait. Ses cauchemars sur le froid et la faim s'estompaient. Elle appelait Nate Papa Nate, sans hésitation, se blottissait sur ses genoux le soir pendant qu'il lui faisait la lecture. Et lentement, prudemment, ils sont devenus une famille. Pas parfaite, mais réelle. Un an après cette première nuit dans la neigeur, Abigail se tenait dans le jardin, plantant des graines, construisant quelque chose qui allait pousser. Nate s'approcha derrière elle et enlaça sa taille. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il. « Oui. Es-tu plus que ce que j'aurais jamais pensé redevenir? » Elle se retourna dans ses bras. « Je pense encore parfois à James, à ce qui aurait pu être s'il avait vécu. »« Je sais. Je pense encore à Sarah aussi. Cela te dérange-t-il que nous ne soyons pas le premier choix l'un de l'autre? » Non. Parce que nous sommes le choix conscient l'un de l'autre. Nous avons fait ce choix. Nous nous sommes choisis l'un l'autre. Cela rend les choses réelles, d'une certaine manière. Le premier amour ne l'est jamais. Quand es-tu devenu si sage? Quand j'ai rencontré une femme assez têtue pour manger des pommes pourries plutôt que d'abandonner. Elle rit. Elle rit vraiment. Cela semble remonter à une éternité. C'était il y a une éternité. Nous sommes des personnes différentes aujourd'hui, de meilleures personnes, des personnes plus heureuses. C'est ce qui compte. Depuis la maison, Lily appela « Maman, Papa Nate, venez voir le pain que Maggie et moi avons fait. » Ils retournèrent ensemble, main dans la main, vers la petite cabane qui était devenue leur foyer, vers les filles qui avaient survécu à tout et en étaient une sortie plus forte, vers la vie qu'ils avaient construite à partir de rien, mais avec de l'espoir, de l'obstination et la volonté d'essayer à nouveau. 2 ans plus tard, Abigail se tenait dans le même jardin, mais cette fois, elle n'était pas seule.
Un bébé pleurait dans le berceau tout près. Son fils Thomas Nathaniel, nommé en l'honneur des deux hommes qui avaient façonné sa vie. Maggie avait maintenant 10 ans, elle aidait Ruth avec ses plus jeunes enfants et parlait déjà de devenir enseignante un jour. Lily avait 8 ans, elle courait dans les champs avec le plus jeune de Samuel, riant, libre. Et Nate était à ses côtés, toujours à ses côtés, construisant, travaillant, aimant. Tu ne l'as jamais regretté? Demanda-t-il. D'être resté au lieu de partir pour le Montana. Jamais. Regrettes-tu de me l'avoir demandé? C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Même quand je suis têtu, surtout dans ces moments-là. Elle sourit. Elle regarda la maison qu'ils avaient agrandie, la grange qu'ils avaient reconstruite, les champs qu'ils avaient plantés. Tout cela construit à partir de rien. Du désespoir transformé en détermination, de la survie transformée en vie. J'ai reçu l'argent, tu sais, dit-elle. De James. Il est arrivé le mois dernier. Je sais. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je pensais qu'on pourrait peut-être en utiliser une partie pour acheter plus de terre. Agrandir le ranch, le rendre assez grand pour le transmettre un jour aux enfants. Et le reste, le mettre de côté pour Maggie et Lily quand elles seront plus âgées. Pour qu'elles n'aient jamais à manger de pommes pourries. Pour qu'elles n'aient jamais à marcher dans la neige sans savoir où aller. Nate l'embrassa sur la tempe. Tu es une bonne mère, je sais, mais parfois, je me demande ce que James penserait de tout cela, de nous. Je pense qu'il serait reconnaissant que sa famille ait survécu, que ses filles soient heureuses, que tu aies trouvé un moyen d'aller de l'avant au lieu de te noyer dans le chagrin. Tu penses? Je le sais, car c'est ce que je voudrais si nos rôles étaient inversés. Je voudrais que tu vives, que tu aimes, que tu sois heureuse, même avec quelqu'un d'autre. Surtout avec quelqu'un d'autre. Mieux vaut cela que d'être seule et brisée. Abigail y réfléchit, à James dans ce tunnel, à ses dernières pensées, à la question de savoir s'il avait su à quel point elle l'aimait, à quel point elle avait essayé. Elle espérait que oui. Elle espérait qu'il était mort en sachant qu'il était aimé. Et elle espérait que, où qu'il soit, il pouvait les voir maintenant. Voir ses filles s'épanouir, voir sa veuve heureuse, voir la vie qui avait grandi sur les cendres de ce qu'ils avaient perdu. Elle espérait qu'il savait qu'elle ne l'avait jamais oublié, qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer l'homme qu'il avait été. Mais elle avait aussi avancé, construit quelque chose de nouveau, choisi le bonheur plutôt que le chagrin. Et c'était peut-être le plus bel hommage qu'elle pouvait lui rendre. Non pas un deuil sans fin, mais une vie bien remplie, élevant leur fille pour qu'elle soit forte, jeune dague et courageuse. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie pour le dîner. Maggie et Lily ont raconté des anecdotes sur l'école. Le petit Thomas dormait dans les bras d'Abigail. Nate a parlé de l'expansion de l'exploitation bovine et, assise à table, entourée de bruit, de vie et d'amour, Abigail se sentait comblée. Non pas parce que tout était parfait, ce n'était pas le cas. Non pas parce qu'il n'y avait pas de douleur. Il y avait toujours de la douleur. Mais parce qu'elle avait survécu. Ils avaient tous survécu. Et plus que survivre, ils avaient prospéré. Des pommes pourries au pain frais, du désespoir glacial à l'abondance chaleureuse, d'étrangers à une famille, d'une vie à peine vivante à une vie pleinement vivante. Après que les enfants se furent endormis, Abigail et Nate se tinrent sous le porche à regarder les étoiles. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour ne pas nous avoir laissé mourir cette nuit-là, pour nous avoir accueillis, pour nous avoir donné un foyer. Tu m'as donné un foyer, à moi aussi. Avant toi, cet endroit n'était que des murs. Tu en as fait un foyer. Nous l'avons construit ensemble. Oui, ensemble. Ensemble, mais elles resteront debout dans un silence confortable. Deux personnes qui avaient tout perdu, qui s'étaient trouvées dans les moments les plus sombres, qui avaient choisi de construire plutôt que de détruire. Nate, dit Abigail, crois-tu au destin, au fait que nous étions censés nous rencontrer? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être avons-nous simplement eu de la chance. Deux personnes brisées au même endroit au même moment. Toutes deux assez têtues pour continuer d'essayer. J'aime à penser que tout était écrit. Le départ de James, la tempête, les pommes pourries, tout cela nous a menés ici à ce moment précis. Est-ce important? Nous sommes ici maintenant. C'est ce qui compte. Non, je suppose que cela n'a pas d'importance. Elle s'appuya contre lui. Il l'enlaça et ils restèrent là, sous les étoiles du Wyoming, dans la maison qu'ils avaient construite à partir de rien.
Une maison faite de secondes chances, de choix difficiles et du courage d'essayer à nouveau. Une maison où les pommes pourries avaient conduit à un nouveau départ. Où des étrangers étaient devenus une famille. Où la survie s'était transformée en quelque chose de mieux que la simple existence. Elle s'était transformée en vie. Une vraie vie pleine d'amour et de rire, et du travail difficile mais magnifique qui consiste à se choisir l'un l'autre chaque jour. Debout dans les bras de Nate, avec ses enfants endormis à l'intérieur et l'avenir qui s'étendait devant eux comme une route ouverte, Abigail Morgan Cartwright savait une chose avec une certitude absolue. Elle était chez elle. Pas la maison qu'elle avait perdue en Pennsylvanie. Pas la maison vers laquelle elle avait marché dans le Montana, mais chez elle quand même. Le foyer qu'elle avait construit de ses propres mains, avec ses propres choix, avec un homme qui lui avait montré que la gentillesse n'était pas une faiblesse et que l'amour n'était pas une trahison, et que recommencer à zéro n'était pas abandonner. C'était la chose la plus courageuse que l'on puisse faire. Et elle l'avait fait, ils l'avaient tous fait, et tout allait bien se passer. Mieux que ça, ils allaient être heureux. Parce que parfois, les pires moments mènent aux meilleurs. Parfois, les débuts difficiles mènent à des fins heureuses. Parfois, ce qui a failli vous détruire devient ce qui vous sauve. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance et beaucoup de courage, des étrangers deviennent votre famille, un refuge devient votre foyer, et la survie devient le fondement d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. C'était leur histoire. C'était leur vérité. Et cela suffisait. Plus que suffisant. C'était tout.